Bien. Alors, salut tout le monde. La Calling Station numéro 20 va bientôt être lancée. Et vous savez ce qu'on fait quand on lance une Calling Station, quel que soit le numéro d'ailleurs. On fait le décompte traditionnel. Alors, c'est parti. On y va. 4, 3, 2, 1. Calling Station 20. C'est parti. Calling Station. Calling Station. Calling Station. Calling. Calling Station. Calling. Calling Station. Calling. Voilà, la Calling Station numéro 20, c'est lancé. Alors bon, vous avez vu, ce soir, on a quand même du beau linge. Alors je vais faire un petit mot quand même, puisqu'on attendait Hercule, on attendait qu'il se prenne un bad beat avant de commencer l'émission. Mais je vais quand même faire un petit mot pour le féliciter notre ami Hercule qui vient tout juste d'être papa d'un petit Luc. Alors, en regardant, il y a une petite anecdote, en regardant sa progéniture, juste après l'accouchement, il paraît qu'il aurait déclaré à la sage-femme « Hercule est pas mignon, mon mine-bête !» Voilà, bon, ça c'est fait. Bon, bravo, félicitations au papa. Alors, à côté de moi, je vous la présente tout de suite, vous l'avez entendu avant l'émission, c'est elle qui va m'assister pour la soirée, c'est Titsé. Salut Titsé. Bonsoir. Donc, t'hésites pas à commenter, comme je te disais, et à intervenir quand tu le désires, et à poser toi aussi toutes les questions qui, j'en suis sûr, te brûlent les lèvres. Bon, alors, première chose, on va faire un tour de table pour présenter tout le monde, afin que les auditeurs identifient vos voix. Mais alors, pour essayer de donner un côté un peu plus fun à cette présentation, qui peut parfois paraître un peu austère comme ça, en disant il y a machin, bonjour machin, etc. J'ai fait un petit montage audio. Alors donc il y a 3 extraits audio qui représentent chacun d'entre vous. Enfin, qui représentent. Disons que, qui représentent. C'était. On verra si ça vous représente ou pas. Alors je vais passer. Ouais, on verra. Je vais passer le premier extrait. Et l'idée c'est d'essayer de deviner à qui c'est destiné. Et puis on présentera donc la personne. Donc on y va, on est attentif, on essaye de voir à qui ça parle ça. Et c'est parti. Les seins font partie des zones érogènes de la femme et il y a certaines femmes qui peuvent avoir un orgasme au niveau des mamelons. 1, 2, 3. Laissez-les respirer un peu. À quoi ça sert tout cet emballage? Qui a dit qu'en brassière il serait plus beau? J'aime les cotons, montrez-les à tout l'univers. Et surtout à moi. Les cotons. J'aime les cotons. Ah oui, ça peut pas être. Moi j'aime les tatons. Bon. Non mais Alloman, évidemment que c'est toi. Il y a même ça dans ta signature. Alors j'aurais quand même savoir qu'est-ce que c'est que cette obsession que t'as pour les tétons. Non mais c'est joli des tatons, c'est une femme. Bien entendu que c'est joli. Ah, c'est. On peut jouer avec ça aussi. Ah, d'accord. C'est juste parce que tu trouves ça joli que t'en mets partout, que tu parles de ça tout le temps. J'aime bien les femmes et tout en général. D'accord, c'est bien, ok. Et il parle. Ouais. Avec des tatons, c'est pas pire et tout. C'est pas pire, évidemment, ouais, forcément. Et en dehors des tétons aussi, il paraît que t'aimes la bière. Alors, parce que c'est Ozer, qui est belge d'ailleurs, qui te pose une question. Il dit comment tu trouves notre bonne vieille Jupiler.
Sérieusement, c'était la meilleure bière en Belgique, ça. Si je me trompe pas. Ah, la meilleure, je suis pas certain. En tout cas, c'est une des bières très connues en Belgique. Hein. Mais ils en ont beaucoup des bières en Belgique, et des très bonnes d'ailleurs. Ouais, mais celle-là était je sais pas, moi, j'ai bien aimé. C'était quand même assez... ça se coulait bien. Ah bon, d'accord. Mais elle est relativement légère, la Jupiler. Mais tu as donc eu l'occasion de la goûter là-bas, sur place? Ouais. Plusieurs fois, là. On a pris une coupe. D'accord. Ok, ouais. Bon, bah c'est bien. Alors, Alloman, merci d'avoir accepté l'invitation. Juste, brièvement, tu vas nous dire à quoi tu joues, à quelle limite? J'essaye de jouer des heads-up, puis je joue entre 300 et 500, tout dépendamment de mon humeur. Voilà, 300 et 500, mais donc c'est du sit and go hein, pour toi. Hein. Ouais. Sit and go heads up. De toute façon, tout le monde joue du heads up puisque c'est une émission spéciale heads up. Donc 500 jusqu'à $500 quoi. Voilà. Ouais. Et là, dernièrement, je joue plus les Super Turbo parce que dans le fond, il y a moins de jetons puis t'as moins besoin de penser. Ah d'accord. Okay. C'est comme ça. Ah bon, ok, très bien. Bon, on va développer après tout ça. Hein. C'est juste pour que tout le monde reconnaisse ta voix. Voilà, c'était Alloman. Alors, le deuxième petit extrait audio, on va voir à qui ça parle. Ça, je sais pas. On y va, c'est parti. On écoute. Lorsque les cellules se divisent pour former un nouvel être humain, l'ADN semble se dérouler de telle façon que ces éléments se transforment en répliques exactes de l'original. Ce processus se répète sans cesse, pendant que les 46 chromosomes des parents sont reproduits exactement dans les cellules du corps de l'enfant. Voilà. Alors ? Ouais, je laisse les autres répondre. Hein. Personne ne se reconnaît. Bon. Moi, je me reconnais, mais je voulais les laisser répondre. Ouais, mais personne n'a percuté. Donc, toi, tu te reconnais, c'est qui, toi? Moi, c'est Cito. Cito, mais cytosine même, je crois, carrément. Voilà. Bon, tu te reconnais. Ah, cytosine. Tu te reconnais. Alors bon, si je te rappelle des cours de biologie de terminale, peut-être. Ah, je ne sais pas. En tout cas, c'est ton pseudonyme qui m'a inspiré ça. Si je te parlais ADN, biologie moléculaire, génome humain, etc., ça pourrait éventuellement t'intéresser, non? Ouais, c'est pas du tout ce que je fais maintenant, mais en fait, j'ai choisi ce pseudo-là quand j'étais peut-être en terminale, un truc comme ça, et j'aimais bien la bio à l'époque. D'accord, ouais. Bon, moi, je suis pas du tout un fin biologiste, hein, sinon ça se saurait. Mais avec un peu de recherche, on va le dire. Donc, on sait que la cytosine, c'est une des bases de l'ADN, en fait. Voilà. La fameuse acide désoxyribonucléique. Oula. C'est compliqué, en fait. Ouais, tu peux essayer de le dire. Vas-y, tu vas voir, c'est pas évident. Non, mais sur le pseudo, le choix du pseudo. Ouais. Alors, c'est Y à la fin. Normalement, c'est un I. Bon, c'est la seule petite différence, mais je crois qu'il y a 2 orthographes. Mais bon, je sais pas pourquoi tu as choisi ce pseudo au départ. C'était certainement. C'est clairement un manque d'inspiration. Ouais. Non, mais c'est sympa comme pseudo. C'est original en tout cas. Sinon, il y a un groupe de techno-hardcore industriel australien aussi qui s'appelle comme ça, mais j'ai préféré pas passer d'extrait parce que, disons, c'est assez pauvre, ouais, musicalement, quoi. Bon, Cytosine, bienvenue à toi aussi. Quelle limite tu joues? Alors, moi, je joue aussi des sit and go heads up. Je suis monté jusqu'en 200, sachant que je joue essentiellement en 100 plutôt. D'accord. J'ai longtemps joué des regular speed, maintenant je suis plus sur les super turbos comme Alloman. Même parcours qu'Alloman, t'es juste un petit peu à la limite en dessous, quoi. Voilà. Bon, d'accord, ok, donc sit and go, 2 joueurs de sit and go. Alors évidemment, le dernier extrait, c'est forcément pour toi, John, il n'y a pas un grand mystère là-dedans. Bah oui. Et tu sais à peu près ce que j'aurais pu choisir pour toi ou pas? Je sais pas, un truc qui met en avant le fait que je sois tellement awesome, non? Voilà, exactement. Voilà. On va vérifier, on l'écoute tout de suite. C'est parti. I'm a loser. I'm a loser. I'm a loser. And I lost someone who's near to me. I'm a loser. And I'm not what I have
be. I'm a loser. I'm a loser. Voilà. Pas mal, pas mal. Merci. Voilà. Bon, bah évidemment, je reçois 2 joueurs gagnants, donc il fallait bien un représentant des losers. Désolé, c'est tombé sur toi, John. Hein. C'est pas grave, ça me fait plaisir. Ouais, bah, j'espère bien. Cette chanson, bon, pourquoi évidemment, tu le sais, c'est une chanson des Beatles. C'est composé par Paul McCartney et John Lennon, et évidemment chanté par John. Donc justement, voilà. Bon, loser, pas forcément. On verra, on pourra en parler. Quelle limite tu joues? Ben là, je suis passé, j'ai un peu move up récemment, donc maintenant je me suis installé sur donc en heads up en cash game à partir de la 2.4, donc NL400 jusqu'à la NL1K. Je vais peut-être pas tarder à commencer à jouer un petit peu la 2K. Ah bah joli. Et là, tu vas donc être le représentant des joueurs de cash game. Voilà, tout seul contre tous. Ouais, t'as pas peur et tout. Bon, bah c'est cool. Seul ça. contre 2, ça va. Ouais, ça va, ouais, quand même. Ouais, puis Cytosine, il est sympa. Ouais. Ah bah voilà, on commence à avoir un peu d'ambiance. On, John, je t'aime aussi. on sentait que le début était un peu mou, Titsé dormait, etc. Tout le monde avait du mal à démarrer. Ça y est, c'est parti. Merci. Je suis content d'avoir cette dynamique qui arrive. Bon, on verra. T'as entendu, Alloman, hein? T'es prêt? Ok. Bon, maintenant que nos 3 invités sont présentés, on va rentrer dans le vif du sujet. Bon, pour construire l'émission, je sais pas, je fais un petit plan, je vous le propose, on pourra le démonter ce plan, c'est peu importe. Hein. L'important c'est de se parler, d'interagir. On va passer vite fait quand même sur quelques généralités, sur vos spécialités respectives. Ensuite, on va poser les questions des membres. Et puis, moi, j'aimerais bien qu'on aborde justement à travers les questions des membres un aspect qui me semble important, en tout cas à mes yeux. Vous me direz ce que vous en pensez, qui pour moi a une place prépondérante dans le HU, c'est la partie psychologique. Et puis on conclura par vos projets respectifs si vous en avez, quoi. Voilà. Alors première généralité, un truc simple qui s'adresse à vous tous. Donc avez-vous commencé directement par jouer du HU? Et sinon, pourquoi et comment vous en êtes arrivé à jouer cette variante? Alors ça s'adresse à vous tous. Qui veut parler en premier? Alloman, il veut parler en premier, je pense. Alloman, alors. Ok, c'était quoi la question, man? Ah bah. Ce que j'aimerais bien. Alors, je ne sais pas si Alloman joue encore. Si tu pouvais faire une petite pause pour rester. On est en direct, là, je te signale, pour rester un petit peu concentré sur le truc. Pourquoi, Alloman, tu as commencé directement par le HU? Ou alors, si tu n'as pas commencé par le HU. Pas commencé là. Alors voilà. Parce que dans le fond, au début, je jouais les 45 joueurs, j'étais en train de tilter, j'étais tanné. Puis après ça, j'étais en train de jouer des NTT, j'étais en train de tilter, j'étais tanné. Puis après ça, je me suis dit, ben, on va essayer le heads up, puis il y avait juste un joueur à battre. Je me suis dit, ça devrait pas être dur à bluffer au lieu d'en bluffer 9. D'accord. Ah oui, c'est pas mal, oui, d'accord. Oui. Donc c'était déjà des sit and go quand même au début. Hein. Ouais, tout le temps. D'accord. J'avais commencé avec les stand go avec 180 joueurs, puis 45 Ah ouais, joueurs. t'as diminué 180, 90, 45, 9, et puis après, tu te dis, il n'y en a plus qu'un à battre, ça va être plus facile, quoi. Ouais, c'était vraiment ça. Au début, je voulais juste bluffer. Dans ma tête, au début, là, c'était vraiment... Je me suis dit, c'est pas bluffable, le monde à 9 joueurs, si. Ah ouais. Carré, hein. D'accord, ouais. Fait que je me suis dit, avec juste un joueur, ça devrait être plus facile, puis... C'est ça que je fais à cette heure. Je fais juste bluffer puis je mise jusqu'à temps qu'il faut. Ah oui, d'accord. Ok. Ok. Et au début, ça a marché tout de suite, ça, comme ça, cette stratégie? J'avais aucune idée c'était quoi la position même encore dans ce temps-là. Ouais, je me doute bien, oui. Tu bêtais tout le temps, quoi. Ouais. Puis ça marchait bien, mais là, à un moment donné, c'est que j'avais un ami qui jouait plus high stake, puis il m'a dit t'es donc ben niaiseux si tu joues tout le temps out of position. J'ai dit, c'est quoi la position, man? Si heads up, on a juste une personne. Oui. C'était vrai, pas de joke, là, c'était vraiment comme ça. Puis là, il m'a montré ça, puis là, il m'a dit, tu sais, des fois, la position, il faut que tu joues avec le bouton. Fait que à cette heure, c'est con, mais je performais un peu mieux. Des fois, j'avais des grosses séries quand je jouais comme avant, mais je suis plus constant avec le fait de jouer la position. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Oui, très bien. Oui. Je crois qu'on te comprend. Oui.
Bon, très bien. Et pour vous deux, John et Cytosine? Alors, Bah, moi, je veux bien commencer. Vas-y, oui. Alors, donc c'est Cytosine? Non, c'est Ouais, John. c'est John. Voilà. Non, c'est John. Voilà. Moi, pour qu'on vous identifie bien, je vais répéter 2-3 fois qu'il parle. Ouais, c'est John maintenant, alors. D'accord. Bah, moi, j'ai commencé un peu n'importe comment au poker, puis ensuite, je me suis pas mal fixé en short-handed. Bah, j'ai joué pendant 1 an et demi, peut-être même 2 ans en short-handed jusqu'en NL100. Mm. Puis en fait, à une période où je tiltais, j'ai commencé à jouer en heads-up. Et toi aussi, parce que à Loman, c'est pareil, c'est parce qu'il y avait trop de joueurs, ça le faisait tilter. Ah bah oui, parce que en fait, j'en avais marre d'attendre du jeu contre 6 joueurs. Donc du coup, j'ai commencé à citer tous les régulars un petit peu sur Party Poker, n'importe comment. Taster a un peu raison. J'ai un peu commencé en 5K heads up. Parce que c'est vrai que des fois je partais en tilt et je jouais full bankroll. Enfin, bon. Ah Les ouais. débuts au poker c'était un petit peu n'importe quoi. Ouais. Mais du coup, oui, j'ai commencé en tilt et puis j'ai vu que finalement je m'en sortais mieux qu'en short-handed et j'ai commencé à perfectionner le truc. Et à travailler. Et puis voilà. Là, c'est à partir de ce moment-là seulement que tu as vraiment travaillé ton poker, quoi. J'ai fait ma transition D'accord. quand je me suis rendu compte au bout d'1 mois que vraiment je gagnais beaucoup plus qu'en short-handed, quoi. Très bien. Ok, merci John pour la réponse. Et Cytosine, toi aussi, c'est à cause du tilt Moi, c'est pas vraiment que du titre. Alors, mes tout débuts au poker, c'était un peu n'importe quoi. Bon, pas comme John, c'était un peu moins violent, mais c'était. Je déposais 50 sur Party Poker et j'allais me mettre en L50 et j'étais broke et je recommençais. Mhm. Après, j'ai eu ma phase sit and go 10-ended où j'ai commencé à gagner un tout petit peu d'argent en commençant à connaître l'ICM, etc. Et puis après, je me souviens que j'ai break-even sur une super longue période et ça me saoulait et je savais plus quoi faire. J'ai arrêté le poker quelques mois. Et le jour où j'ai décidé de m'y remettre, je me suis dit tiens, on va tenter les sit and go heads up. Et j'ai commencé en $10 et puis j'ai monté ma bankroll progressivement. Voilà. D'accord. Et en fait, c'est vraiment à partir de là que j'ai pris le poker sérieusement, que j'ai travaillé mon jeu. Ouais, toi aussi, c'est. Ouais, d'accord, ok, très bien. Merci pour les précisions. La deuxième généralité, puis on va s'arrêter là avec les généralités. Donc, on a 2 joueurs de sit and go et de cash game. Il y a quand même une différence de style. On pourrait peut-être les aborder. Je sais pas, moi, il y a un truc, par exemple, que j'ai pu observer chez pas mal de joueurs de sit and go. C'est qu'ils font beaucoup de mini-raise, tu vois. Alors, même quand les blindes sont très petites, je sais pas pour toi, John, mais moi, ça me choque un peu, non? Attends, excuse-moi, j'ai pas parce que je lisais le chat, mais c'est par rapport au mini race, c'est ça? J'ai pu observer donc chez pas mal de joueurs de sit and go qui faisaient beaucoup de mini raise. Je te demandais si ça te choquait pas. Bah en sit and go non. En heads up, je sais que en fait en ce moment c'est un peu tendancieux dans les high stakes en fait, sur les sites.com entre les gros régulars de savoir s'il faut raise à 3 BB ou s'il faut min raise en fait. Tout le monde se pose encore la question. L'avantage pour l'instant des min raise, c'est que la plupart des régulars sont pas adaptés à jouer des petits power positions, savent pas vraiment avec quel éventail payer pré-flop face à une min raise. Donc pour l'instant, c'est une stratégie qui a eu son heure de gloire en fait. Mais bon, plus récemment, à ce qui paraît, c'est plutôt la raise à 3 big blind qui a l'air de revenir au niveau des high stakes. Enfin, j'ai regardé un petit peu sur full tilt. Toi personnellement, tu fais des mini raises aussi alors? Alors bon, non, il n'y a pas d'adversaire assez bon pour que je puisse me dire tiens, je vais essayer de faire des mini raises. En général, la plupart ont tendance à avoir un mauvais jeu hors position vraiment très exploitable. Donc, par conséquent, je préfère raise à 3 big blind. Et d'ailleurs, plus on joue contre un fiche, plus on a envie de raiser fort au bouton. Donc, en règle générale, non, la min raise, c'est vraiment qu'à du très haut niveau que ça peut devenir intéressant. D'accord. Quitte à faire 5 bébés, tu raises des fiches. Contre des fiches, ouais, bah, hier, je faisais des raises à 5 BB, j'hésitais même à monter à 6-7 parce que le mec était complètement stupide, quoi. Donc, il collait 70% de son éventail hors position, donc oui, ça me dérangeait pas de raise à 6-7 BB, quoi. D'accord. Et alors, on va demander justement aux joueurs de sit and go, maintenant Aloman et Cytosine. Alors, d'abord, est-ce que chacun... Moi, j'ai vu jouer Aloman de temps en temps, je l'ai vu souvent faire des mini-raises. Tu confirmes ou pas?
Ouais, mais à vrai dire, là, 3 ans, moi, je faisais juste Olympé. Parce que c'était vraiment le style qui marchait le mieux. Dans ce temps-là, les gens étaient trop agressifs. Ensuite, j'ai décidé de regarder une vidéo de Daniel Negreanu qui faisait juste min-raiser. Ouais. Je me suis dit, tiens, je vais essayer ça. Puis, je trouvais que ça marchait mieux parce que tu bulletais un petit pot un petit peu plus gros, mais ça te permettait d'avoir un meilleur... tu sais, vu qu'on est quand même assez deep en arrière, on peut quand même faire du post-pop pareil. C'est un peu la théorie de... Tu parles de Negreanu, du small ball, quoi. Ouais, exact. D'accord. Qu'est-ce que t'en penses, Cytosine? Cytosine. Alors moi, en super turbo, bien sûr, je fais que des min-raise pré-flop la plupart du temps, sauf quand... Ouais, c'est vrai, super turbo, c'est un peu spécial aussi. Ouais, Et quand j'étais en regular speed, pour mettre tout le monde d'accord, je faisais des raises à 2,5 dB en général. D'accord. Ok. Donc c'est entre les deux... Parce que min-raise, vraiment, je trouvais que je donnais une cote trop bonne pour payer avec tout et n'importe quoi. Oui, voilà, ouais. Et Non, 3 c'est pas BB, même en regular speed, on est quand même pas si deep que ça, donc je trouvais ça un peu trop. Donc j'ai longtemps fait les 2,5 dB. Alors, ouais, bah, vas-y, John, tu voulais intervenir? Enfin, moi, ça me choque pas du tout en sit and go que ce soit des min-raise, vu que l'objectif est pas du tout le même, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. En cash game, on s'en fout de perdre un stack ou de perdre même 10 stacks, puisque de toute façon, tant que le type est pas parti pour hit and run, on a envie de prendre le maximum d'edge sur une main, quoi. Ouais. Ça, c'est rentable en cash game de call un coup si on a 51% d'equity. Alors qu'en sit and go, peut-être qu'avec la rake du buy-in, il faut réfléchir à jouer plus neat et essayer de se lancer dans des spots trop tendancieux. Je sais pas si les joueurs de sit and go vont confirmer en fait. Mais moi, ça me choque pas du tout qu'il y ait plus de limp et de min-raise en sit and go si les joueurs veulent profiter de leur avantage post-flop un maximum tant que les blindes sont pas trop élevés, alors qu'en cash, finalement, on s'en fout un peu, quoi. Mais je trouve qu'en cash, ça marche bien pareil, les min-raise. En heads-up. Bah, oui. Bah, je disais que, enfin, ça dépend, quoi. Ça, c'est discuté chez les régulars encore. Enfin, je sais que la plupart des régulars font des raises encore à 3 BB en high stakes. Donc, je suppose qu'a priori, c'est ce qui marche le mieux, mais une stratégie à base de min-raise, ça peut passer, ouais. D'accord, bon. On va passer aux questions des membres. Alors, il y avait une question de d'Hilares qui s'adressait à toi, John, au départ, qui te demandait si tu vas devenir joueur pro un jour. Alors, on va généraliser la question et on va demander ça à tout le monde. Si chacun déjà d'entre vous est pro, tout simplement, quoi. Alors, John, t'es pro ou alors tu vas te décider à l'être? Non, moi je suis pas pro. Bah pour l'instant je mets de l'argent de côté. Et puis bah je finis mes études. Là j'ai encore un an à faire donc à l'IUT, quoi. Puis ensuite dédicace à Pascal 444. Je vais essayer de partir en coloc avec lui sur Paris et ensuite je verrai si je pars sur cette idée de passer pro pour quelques années pour ensuite faire une transition sur autre chose. Mais pro de high stakes, je pense pas que ça soit pour l'instant un projet. Oui, on n'est pas obligé d'être en high stake. Déjà, où tu joues, c'est déjà pas mal. Ça peut générer déjà pas mal d'argent. Ça peut générer suffisamment pour vivre, en tout cas, non? Oui, carrément, oui. Bah oui. Mais après, il faut voir à plus long terme, quoi, selon comment ça va évoluer, le marché français, s'il va y avoir toujours assez de pigeons, si la règle va pas empêcher de générer... Ah oui, ça on pourra en parler éventuellement un petit peu. Ouais, c'est vrai que c'est une autre problématique aujourd'hui, une nouvelle problématique, en fait. Quand on est en France, ouais. Bon, ok. Alloman, toi, t'es un pro, toi? Non, j'étais un étudiant. Ouais, t'es un étudiant, toi aussi, ouais. Ça a duré combien de temps? 2 jours. 2 jours. T'as étudié 2 jours? Ouais. C'est parce que j'étais pas capable de me lever le matin, man. Ah, je pensais que c'était parce que t'étais un génie que ça te suffisait 2 jours pour étudier une matière. Non, pas en tout. Il a eu son master en 2 jours. Oui, c'est ça. Ouais, j'ai quand même fini un bac, là, pareil. Là, mais, je voulais en faire un deuxième, mais là, c'était trop dur. Même. Se lever le matin, là, je suis plus capable. Bon, mais sinon, joueur pro, est-ce que tu te considères comme ça? Ou est-ce que tu te vois comme ça dans l'avenir ou pas? Dans l'avenir, non, j'aimerais ça pouvoir arrêter le poker. Je déteste le poker. Ah bon? Tiens, alors là, on en apprend une belle. On en apprend une belle ce soir.
Non, mais ça a l'air con, mais c'est plate, le poker. C'est tout le temps la même chose. Dans le fond, c'est pas compliqué, là. On fait juste miser jusqu'à temps que l'autre fold. C'est pas de joke, c'est vraiment comme ça que je pense, puis c'est tout, là. On fold pas. Mais en fait, John et toi, vous ressemblez beaucoup, hein. Jamais foldé? Bet poker. Non, mais je trouve que John, il fold pas mal plus que moi. Oh, ouais, bah tu mises jamais en même temps. Franchement, j'ai eu des dynamiques plus agressives que lors de notre heads up. Enfin, sans vouloir critiquer ton jeu, parce que t'as... Ouais, alors bon, les gens sont peut-être pas au courant. Pour ceux qui écoutent, évidemment, puisque tu en viens à ça, on va en parler, hein, pourquoi pas. Vous avez fait un heads up tous les deux. Hein. Ouais, bah on avait... Enfin, j'avais proposé en fait sur un trade un heads up comme ça... en fait, je m'ennuyais parce que j'avais pas de fiche à cette période-là, c'était les vacances. Ouais. Est-ce qu'un régulier de poker stratégie, s'il était intéressé, faire un heads up sur 10 K main, puis mettre un petit side bet à côté, quoi, pour voilà. rire, puis pour essayer de progresser un peu. Voilà. Et donc, Aloman a répondu. Et donc, on a malheureusement pas eu le temps de finir les mains parce que bon, ça avançait pas très très vite. Puis on s'est mis d'accord pour arrêter en fait au bout de je sais plus, de 2500 mains jouées, Ouais, un truc comme ça. à peine la moitié, quoi, ouais. Même pas. Ouais. Non, même pas le quart, en fait. Ouais, Et, c'est vrai, ouais. Et tu sais, supposé de chanter. Oui, Ouais, si c'est vous vrai. aviez fait 10 kilos 10 kilos main. Ah, si vous aviez été au bout, alors ouais, c'est dommage, rien que pour ça, de ne pas l'avoir fait, oui. Ah ouais, mais ça avançait pas. Donc, alors vous êtes mis d'accord pour arrêter, bon, bah, ok, une bonne entente, mais il n'y a pas eu de vainqueur, finalement, alors. Bah, pas vraiment. Pas vraiment, puisque vous n'avez pas été au bout, quoi. Bon, il y en a un qui a senti qu'il dominait la situation quand même au départ ou pas? Je me prononce pas. Hein? Ouais, je l'ai dominé à fond. Hein. Ah, quand même, oui. Non, mais moi, je l'ai dominé à fond. D'accord. Ok. Bon, comme ils ont pas été au bout, on saura jamais, quoi. Bon, c'est pas grave. C'est un petit détail en passant. On n'a pas entendu la réponse de Cytosine, mais bon, là, Cytosine, ceux qui ont lu son blog, il a un blog d'ailleurs très intéressant. Lui, il l'a déclaré. Je suis joueur pro. Enfin, depuis quelque temps, tu t'es mis à jouer, et donc je te demande simplement de le confirmer. Ouais, enfin, pro, c'est un grand mot en fait. Bah, j'ai fini mes études il y a quelques semaines, on va dire même. Même en commençant à jouer à plein temps, j'avais encore un mémoire à rédiger à côté, qui d'ailleurs m'a empêché un peu de jouer autant que je voulais, mais bon, maintenant c'est fini. Donc là, a priori, j'ai rempli toutes mes obligations au niveau scolaire. Donc voilà, maintenant, effectivement, je fais plus que du poker. J'ai décidé de faire ça pendant quelques mois, je pense peut-être un an, peut-être un peu plus, je sais pas trop. Bon voilà, j'envisage pas d'être joueur pro entre guillemets comme ça toute ma vie. Hein. C'est plus une expérience que j'avais envie de tenter parce que j'adore le poker, parce que j'ai envie de me pousser un petit peu, de voir jusqu'où je peux aller avec ça. D'accord. Mais par rapport à la réponse qui était peut-être un joke d'Aloman qui dit de toute façon le poker c'est chiant, t'en es pas là, toi. Non, moi j'aime beaucoup le poker. Beaucoup le poker. Mais je pense que c'est pas non plus un objectif de vie de faire que ça jusqu'à 60 ans. Oui, c'est ça. Ouais. Tu vois pas. Ouais, d'accord. Ça reste pour l'instant un passage. Tu verras quoi. Voilà. D'accord. Ok, très bien. Alors il y a, on en parlait avant l'émission, Gay Asia qui a posé beaucoup de questions, les questions que je vais vous relater. Alors le BRM pour le HU, est-ce que c'est pareil que les autres variantes? Est-ce qu'on a besoin de... Moi, je peux répondre peut-être pour les sit and go. Ouais, vas-y. On verra ce que dit Aloman, mais alors déjà quand j'étais en regular speed, je suis monté progressivement. Moi, je dirais que plus on monte dans les buy-in et plus il faut de buy-in dans sa bankroll. Ouais. Je pense que c'est raisonnable d'avoir une cinquantaine de buy-in quand on est en $50 et puis une centaine, peut-être 80 quand on est en $100. D'accord. Et en dessous des 50, une 30-40 buy-in, c'est pas mal, je pense. Ok. Tu parles pour les régulars ou les... Pour les regular speed. D'accord. Pour ceux qui feraient des super turbos, je pense... Bon, moi, je suis un peu un nit sur la bankroll, mais je trouve que 100 buy-in pour les super turbos, c'est un minimum. D'accord. Parce qu'on a sans problème des swings d'une trentaine de buy-in.
Oui, ça fait beaucoup là, oui. Ouais, effectivement. Ça fait un peu mal si on a que 50 buy-in. Ouais. Bon, ben c'est quasi un BRM standard avec un peu plus de confort, quoi. C'est tout. Hein. Plus tu montes, plus tu as besoin, que ce soit en short-handed ou en HU. Hein. Plus tu montes de limite, plus c'est dur. Donc, forcément, plus la variance, l'edge est moins important, donc la variance augmente. Ouais, tout à fait. C'est ça. D'accord. John, toi, en BRM... BRM, qu'est-ce que c'est en fait? Alors, il paraît que c'est Bankroll Management. Mais oui. C'est un mot qui ne te dit rien, toi, c'est ça? Non, plus sérieusement, en fait, moi, j'ai un BRM complètement adaptable à l'adversaire que je peux avoir, quoi. D'accord. Si je vois ce soir un énorme fiche en NL2K, même si j'ai pas du tout la bankroll pour y aller, bah, je vais quand même y aller avec. Si j'ai 20 buy-in, je vais y aller, quoi. Ah bah c'est intéressant ça. Oui. Parce que contre lui, je jouerais pas du tout le même style de jeu. Je jouerais beaucoup plus neat, mais je jouerais quand même de manière tight agressive, mais plus neat, quoi. Ouais. Parce que je sais que c'est un gros spot et que même en jouant de cette manière-là, je vais quand même dégager un bon bébé par 100 sur une stake plus élevée. Donc, je considère que ça vaut le coup d'y aller. Je vais réduire la variance d'une autre manière pour pas me mettre en danger. Après, voilà, mon BRM est complètement dépendant de l'edge que je peux avoir sur des joueurs. Si je décide de jouer contre des régulars, je prends un BRM beaucoup plus neat pour le coup. Voilà une approche intéressante. Ouais, on n'en parle pas souvent de ça. Et alors bon, c'est beaucoup basé sur la sélection de table, donc et de joueurs, quoi, forcément. Ouais, ça dépend de ce qu'on veut. Si on décide de s'entraîner contre des régulars ou si on décide d'attendre, on s'emmerde un petit peu puis d'attendre des pigeons, quoi. Ça dépend de ce qu'on choisit de faire. Et selon aussi le niveau du pigeon, il faut savoir si on accepte de le jouer parce que parfois on veut prendre un shot sur une limite. Si c'est un énorme fiche, on peut prendre un shot pour pouvoir jouer juste contre un énorme fiche. Contre certains, il faut, même si on a perdu contre eux, etc., au bout de quelques mains, se dire bon bah ok, il est pas très bon, mais il est pas super exploitable. Donc sit out un fiche qui est pas assez mauvais pour prendre un shot, par exemple. D'accord. Donc en moyenne, je prends quand même un BRM d'à peu près 30 tapis. Ouais. De la stake. Okay. D'accord. Bon, ça c'est à peu près standard quand même. Ouais. Enfin, ça, c'est vraiment la moyenne, parce que ça peut faire complètement autre chose, quoi. Ouais, j'ai bien compris. Ok, très bien. Et alors, il parle de stats aussi. Il vous demande quelles sont vos stats en moyenne. D'ailleurs, je voulais vous demander, est-ce que les stats en HU, c'est fiable? Est-ce que vous utilisez les trackers en HU? C'est important? Moins important? Plus important? C'est pas les mêmes, déjà. C'est pas du tout les mêmes stats, les mêmes stats qui sont importantes quand short-handed. Ouais. Donc, déjà, globalement, je pense qu'on peut dire que c'est quand même moins important que sur les tables où on est 9. Ah oui, voilà, ouais. Les stats. Puis en Sit & Go, ça change puisque tu as l'augmentation des blindes aussi. Ouais. Enfin, en cash, moi je trouve que c'est assez. Enfin, moi je m'en sers énormément, quoi. Par contre, ce qui est super important, c'est d'avoir des stats comme le VPIP en SB, le VPIP en BB. Déjà, ça c'est primordial, quoi. Ouais. C'est vrai que je viens de dire primordial AA. Ça doit être pour ça que j'utilise ce mot. Toujours est-il que c'est vraiment super important d'avoir le VPIP précis pour essayer de bien estimer les ranges. Comme ça, on a aussi le pourcentage de 3 bêtes, de fold to 3 bêtes. C'est pas forcément des choses qu'on a envie d'observer pendant qu'on joue un heads up. C'est peut-être plus important de se concentrer sur les types de lignes que prend son adversaire, les sizing, et regarder un petit peu les ranges post-flop qui nous montrent ou qui pourraient avoir. Parce que celles-là sont pas faciles à voir avec un HUD, alors que les ranges pré-flop, finalement, le HUD nous les donne assez vite. Donc moi, je m'en sers pour m'aider comme ça. Ok, très bien. Alors, au cash game, c'est pas mal comme ça, mais est-ce qu'en Sit & Go, on peut faire confiance à des stats? Est-ce que c'est vraiment utile? Est-ce qu'on pourrait y aller sans tracker, quoi? Complètement inutile. Complètement inutile pour toi, Alloman, c'est ça que t'as dit? Ouais. Parle un petit peu plus fort, mon chéri. Ça sert à rien. Voilà, on t'entend mieux. Réveille-toi un petit peu, là. mais sérieux, c'est une dépense d'argent pour rien, ça, en Sit & Go, parce qu'on joue beaucoup plus comme... On essaie de voir qu'est-ce que le gars il fait, surtout, puis on suit notre instinct. Ouais. Toi, c'est complètement à l'instinct pour toi. Ouais, non, mais d'accord, ok. Non, mais je pense que c'est très différent entre le cash game et le Sit & Go sur ces choses-là, j'imagine. Hein.
Cytosine, tu utilises un tracker, tu t'en préoccupes beaucoup, c'est indispensable. J'utilise un tracker et des stats, mais pour moi c'est plus une indication. Je vais jamais reposer mon jeu complètement là-dessus. Oui. C'est pour ça que je disais que je pense que c'est utile même en sit and go, mais quand même nettement moins que pour les gens qui jouent sur 12 tables avec 9 players par table, où ils ne peuvent pas connaître les personnes qui sont autour d'eux, quoi. Bah oui. Quand on joue sur une ou deux tables contre un ou deux mecs, on a quand même le temps de les observer et de les individualiser sans trop avoir besoin de stats. Maintenant, effectivement, là où je rejoins vraiment John, c'est que deux stats dont je me sers tout le temps, clairement, c'est le VPIP en position et hors position du mec qui est en face de moi. Ça, je trouve ça utile. C'est quoi le VPIP? Même en sit and go. C'est le pourcentage de main où il met de l'argent dans le pot volontairement. Et voilà, ça c'est deux stats qui sont importantes même en sit and go. Ben, disons que ça aide à effectivement estimer les ranges de l'adversaire. D'accord. Les ranges avec lesquels ils raise au bouton et avec lesquels ils call leur position. Ouais. Et suivant ça, tu vas adapter ton jeu, toi. Voilà. D'accord. Ok, donc c'est utile quand même. Mais pas primordial. Hein. J'ai longtemps joué sans stats et je connais plein de gens qui jouent sans stats en sit and go et qui s'en sortent très très bien. Ouais. Si. Ouais. Non, mais c'est vrai qu'en HU, bon, t'as un adversaire, quoi. Après, si tu multitables beaucoup, c'est différent. Mais d'ailleurs, tiens, multitabler, c'est multitabler en HU contre un adversaire, ok, contre plusieurs adversaires différents. Est-ce que ça vous arrive? Est-ce que c'est compliqué? Alloman le fait. Alloman, tu le fais, toi? Ouais. Moi, des fois, je t'enregistre sur Cake, puis Stars, puis Full Tilt en même temps. Ouais. Parce que des fois, c'est long. Des fois, tu es obligé de tasser sur ces sites-là, puis des fois, il y en a plusieurs qui popent en même temps, là, tu es obligé de les jouer. Mais s'il y en a trop, ça commence à être tough, là. Plus que 4, là, ça commence à être tough. 4 c'est difficile, d'accord, ok, ouais, ok. Et, non, 4 c'est pas si pire, mais plus que 4. Non, jusqu'à 4, ok, d'accord, très bien, ouais. Ouais, parce que 4 adversaires différents, c'est un petit peu, c'est déjà pas mal, quoi. Ouais. Si c'est 4 tables avec le même adversaire, évidemment, c'est au niveau du cerveau, c'est plus facile puisque le gars aura forcément le même style, quoi. Ça dépend. Si c'est un bon joueur, t'aimes mieux jouer juste une table. Oui, non, mais là, on parle de multitabling, donc la question ne se pose pas. Ok. Et c'est pareil pour vous deux. Est-ce que vous préférez jouer une table, deux tables, ou vous êtes capable de multitabler comme on a vu des gens comme Douane ou Isildur faire 6 tables de heads up avec des fois en mélangeant du Omaha et puis du Hold'em. Bah. Est-ce que tu as l'impression de perdre un edge ou pas quand tu multitables? Ah oui, c'est sûr. Voilà. C'est sûr, on perd forcément un edge. Après, il faut... Quand on joue plusieurs adversaires différents, en fait, l'important, c'est de vraiment regarder les leaks que chaque adversaire a individuellement et pas se contenter de jouer le coup un par un, parce que c'est le danger, quoi. Quand on commence à jouer beaucoup d'adversaires en même temps, on se dit ah oui, ce truc-là c'est standard, ce truc-là c'est standard. On oublie de regarder en fait les leaks que nos adversaires nous montrent et finalement on les exploite pas aussi bien qu'on pourra les exploiter et on peut devenir des joueurs break-even par exemple contre un de nos adversaires. Donc dans ces cas-là, vaut mieux enlever une table et se concentrer sur notre match et penser à la façon dont on va broke notre adversaire. Et tu as une limite, toi, par exemple, tu sais qu'à partir d'un certain nombre, c'est mort, il vaut mieux que tu redescendes, c'est combien, par exemple? Bon là, j'ai plus trop le problème sur les .fr parce que j'ai plus trop de trafic, mais sur les multitable contre plusieurs joueurs, faut quand même que ça soit plutôt des fiches, quoi. À partir du moment où j'en ai 4 qui arrivent, j'enlève le moins bon, le moins mauvais des 4, quoi. D'accord. Bon, 4, c'est pareil, t'es comme Alloman, quoi. Et Cytosen, 4 tables aussi? Non, moi je suis plus encore un peu plus nit que ça. Généralement, je joue sur une ou deux tables. En tout cas, quasiment jamais plus que 2 en même temps. Déjà 2, je sens que je perds un petit peu d'edge contre 2 adversaires différents. Ah voilà, ouais. Alors les fois où j'ai joué 3 ou 4 tables, je savais plus ce que je faisais, quoi. Donc je me suis dit c'est pas la peine. D'accord. Autant jouer un meilleur poker sur moins de tables que de devenir break-even ou perdant sur 4 tables. Ouais, bien sûr. Ouais. Ah bah c'est tout le problème du ratio entre
je joue mon high game et j'ai un win rate meilleur, et je joue plus de tables, mon win rate descend, mais mon gain horaire est meilleur. Bon, c'est un petit peu, c'est toujours un peu le calcul à faire, mais effectivement, tu te sens dépassé assez vite et tu préfères jouer moins de tables, quoi, ce qui se comprend. Hein. Ouais, vas-y, Titsé. Il y avait une petite question tout à l'heure, là, ça s'adresse surtout à John, mais vu qu'il en reparlait, là, tu peux jouer 4 fiches en même temps, mais comment tu les repères? Alors, c'est juste parce qu'il te cite, ou par exemple, tu disais tout à l'heure que tu pouvais monter déjà, il y a 20 fiches, mais comment tu les repères? Alors, déjà, ça se repère assez vite. Alors, en cash game, déjà, si on n'a pas de tracker, si le mec il commence à beaucoup limper, à la petite blinde, on sait tout de suite que c'est pas un bon joueur, parce que le play le plus EV+, c'est quand même de relancer. Après, que ce soit Minrace ou 3BB, c'est un autre débat. Mais clairement, un mec qui commence à limper, il manque énormément de value. Et de bluff assez profitable, assez facile en 3 barrels post-flop. Donc déjà, ça c'est un indice que le joueur est pas très bon. Ensuite, il y a d'autres indices. Un joueur qui fait des donk bets, globalement, c'est très très souvent un fiche. Un joueur qui fait trop de donk bets, ça devient un gros fiche. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Après, des fiches un peu moins fiches, des mecs qui check raise souvent les board dry, voilà, qui jouent. Évidemment, là-bas, c'est le mec qui joue beaucoup trop hors position, donc il se retrouve que dans des spots difficiles, et puis qui forcément, à part si c'est Tom Dwan, n'arrivera pas à jouer profitablement ces situations. Donc, mais là, c'est que tu l'as déjà joué. Donc, avant de jouer, par exemple, si tu vois qu'il y a... avant de jouer, déjà, le fait qu'il s'assoit, en général, c'est mauvais signe, parce que entre réguliers, on se connaît, donc soit on décide de se jouer, dans ce cas-là, on se joue sur plusieurs tables, sur 4, 5, 6 tables, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, que j'ai pas évoqué. On peut jouer entre réguliers, ça fait des matchs sur 5, 6 tables pour avoir un petit peu plus de volume, justement, pour limiter la variance et pour voir qu'il y a vraiment un edge. Mais pour revenir à savoir comment c'est un fiche, déjà, entre réguliers, souvent, on regarde qui est en train de jouer. Donc ceux qui attendent sur plusieurs tables à plusieurs limites, déjà, souvent c'est des joueurs réguliers. Et donc comme on observe souvent, pour voir s'il n'y a pas un fiche qui est contre un régulier, pour se mettre en liste d'attente au cas où le régulier en aurait marre ou déconnecterait ou je sais pas, partirait et laisserait le fiche avec un deep stack. Et on finit par savoir qui est un bon joueur, qui est un mauvais joueur, surtout sur des petits sites. Et quand c'est un joueur inconnu qui arrive pas avec un stack full, ou alors qui a des chiffres à la fin de son pseudo, on sait souvent, même avant même qu'on ait joué une main, comme Titsé 54 ou E.T. 77. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Ouais. Exactement. 777. On est pas mal, ouais. Non, ça c'est juste des indices. Après, clairement, ça pourrait très bien être un régular en train de level, donc de se faire passer pour un fiche. Donc là, il faut jouer quelques mains et voir si le type limp ou paye trop hors position ou 3 bêtes 50% des mains. Oui, tu t'en aperçois assez vite, oui. Voilà. Ouais, d'accord, oui. Ok, là, tu parles un peu de technique. Là, ça peut être intéressant qu'on rentre dedans. Toujours Gazia qui dit, je suppose qu'on intègre beaucoup plus de 4 bet light, non, point d'interrogation. D'ailleurs, en HU, que peut-on appeler light, hein, parce que la N-Range est quand même beaucoup plus large. Ça dépend. Ouais, c'est sa question, je ne sais pas si... Alors, le standard de 3 bêtes, c'est entre 10 et 15% normalement. Ok. Donc, contre ça fait une range de 4 bet call, d'à peu près 9-9 plus, As Queen plus. Si on décide de jouer beaucoup en 4 bêtes, on peut aussi décider de beaucoup flat coller les 3 bêtes, il n'y a rien qui empêche ça. 9-9 plus As Dame, c'est call 4 bêtes, tu dis? C'est 4 bêtes et call un chauve. Et call chauve. Voilà, c'est contre un type par exemple qui 3 bêtes 16% ou 17%. D'accord. Après light, donc purement light, ça va être des mains comme As-2 offsuit, contre des bloqueurs, contre des mains comme As-3 qui peuvent chauffer tranquillement. Effet card remove, c'est ça qu'on appelle. Hein. Ouais, c'est ça. Ouais, d'accord, ok. Et ça se fait quoi? C'est des trucs de fréquence que tu fais de temps en temps quand l'autre 3 bêtes un peu trop, quoi, c'est ça? Ouais, voilà. Je lui fais ça en général quand je lui ai déjà montré un 4 bet call. Donc il sait que je 3 bet pas seulement en bluff et que je flat call pas ces 3 bêtes avec des bonnes mains, uniquement comme As-Dame, etc.
Donc il sait que finalement je risque fortement de coller son chauve s'il essaie de me faire un truc un petit peu spewy en me faisant tapis avec rien. Et donc après je peux commencer à faire des 4 bêtes light, donc avec des mains comme As-2 offsuit, comme je disais, ou des trucs comme ça. Voilà. D'accord, ouais, très bien. Ok. Ça peut représenter ce qu'on peut faire en short ended aussi. Hein. Oui. Pour des positions tardives, quoi. Et mais sinon, ça en cash game, là, on le conçoit aisément. Par contre, en sit and go, ça me semble plus compliqué, vu la taille des stacks. Vu les blindes, suivant la hauteur des blindes, est-ce que c'est possible d'utiliser des 4 bet light? On est moins deep en sit and Voilà. go, même dans les premiers levels. Ça marche mieux quand on est deep, justement, ce genre de truc. Ouais. Ouais, on a Clairement. que 75 big blinds, quoi. Et ouais, voilà, déjà au départ. Ouais. On a moins de marge de manœuvre pour faire ce genre de move. Et Non. quand les blindes augmentent, n'y pensons pas. Enfin, je veux dire, quand on est à 20 BB deep, faire des 4 bet light, ça paraît un peu... Bah oui, il n'y a même plus. D'accord. Il n'y a plus la place, là. Voilà. Il n'y a plus la place pour le 4 bet, de toute façon. Généralement, quand on tombe 3 en bet, dessous de... t'es tête de déjà à bébé, donf, le gars va même perdre directement des choses plutôt que faire des tribets. Oui, voilà, ouais. Donc Ouais. là, il y a 4 bêtes possibles. C'est là où le jeu change beaucoup entre les deux variantes. Hein. Il n'y a pas beaucoup d'historique, moi je trouve ça dommage en fait en sit and go. Ouais, Enfin, c'est un peu la différence. Ouais, c'est ça, ouais. Il y a un historique, si tu rejoues le même mec 10 fois de suite. Ouais, voilà, c'est ça. Je sens très bien un mec que j'ai mis en tilt par un call juste la game d'avant qui fait rematch contre moi et je le vois jouer tout de suite différemment si jamais si j'ai fait quelque chose qui l'a énervé ou si lui-même il est pas content ou si au contraire il s'est mis à mieux jouer parce qu'il est en confiance, parce qu'il a gagné par exemple. Ça, c'est un truc. Je joue pas beaucoup en sit and go en fait. Vous arrivez quand même à avoir de la metagame en fait. Parce que moi je pensais que vous alliez plutôt partir sur une stratégie de base bien équilibrée qui fonctionne contre la plupart des joueurs en fait. Vu du fait que vous avez pas beaucoup d'historique en fait. Mais non, vous arrivez à avoir du metagame en fait. Enfin, faire des gros bluffs, des trucs. Clairement, la plupart, il y a quand même beaucoup de moments où on joue à un inconnu, donc et qui va pas nous rematch. Donc à ce moment-là, effectivement, on utilise notre stratégie équilibrée. Sauf si le gars pendant la partie nous montre un déséquilibre complet du style il tribet une main sur deux ou quelque chose. Mais sinon, il y a pas mal de joueurs que je rejoue pas mal de fois de suite. Souvent, ils acceptent les rematchs. Et à ce moment-là, il y a du metagame, oui, clairement. Et Aloman, par exemple, en sit and go, il joue régulièrement les mêmes joueurs. Je pense que Non, c'est rare. C'est rare. C'est rare qu'on va rejouer les mêmes joueurs, mais moi je trouve que les 3-bet, on en fait pas mal un peu en regular ou en turbo, mais on va pas les faire aussi énormes qu'en cash game. Puis je trouve que c'est quand même quelque chose de bien à faire quand tu fais ça, quand les blinds sont petits, juste pour tester un peu comment que l'autre réagit. Sur les premiers niveaux pour tester, ouais, d'accord. Ouais. Juste, sérieux, ça j'en fais pas mal. Mais c'est pareil, tu vas faire mini-raise au départ, donc ton tribet il va être beaucoup plus petit et tu as encore la profondeur pour le faire au début du sit and go, quoi. Si le gars me min-raise, c'est sûr et certain, premièrement, je vais 3-bet. Je vais any-2 premièrement. Si min-raise. Si 3x, là, c'est sûr que, garde, je vais me calmer un peu. Ouais, d'accord. Et ça, si je vois qu'il 3x tout le temps, je vais juste tester comment il réagit à un 3-bet. Pendant que les bancs sont petits. C'est pas grave là, de perdre des jetons au début. Là. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, tu peux les rattraper facilement. Ouais. D'accord. Bon, bah c'est très bien. Là, vous avez commencé à parler de metagame, de choses comme ça. Alors, on pourrait peut-être aborder tout doucement, faire une transition avec la psychologie du HU, la psychologie du poker en général, mais spécialement à cette variante qui est quand même un peu spéciale. Là, je vais me servir d'une citation que j'ai lue sur le blog de Cytosine. Je me suis permis d'emprunter un petit bout de tes écrits. Si tu permets, je vais les répéter. Tu dis « Ce jeu m'a énormément apporté. Bien au-delà de l'aspect financier, il m'a appris la patience. Il m'a fait découvrir que mon ego pouvait parfois travailler contre moi. Il m'a fait sentir comment les émotions peuvent influer la prise de décision et m'en a appris beaucoup sur moi-même. » Alors, Cito t'annonce par là que le poker serait presque une thérapie pour toi, non? C'est un peu grandiloquent ce que j'ai écrit, clairement, mais
Ce que je voulais dire par là, je pense, c'est que le poker, je pense que pour réussir au poker, il faut un peu des compétences psychologiques. Oui, c'est ce que je vraiment voudrais la passion. aborder, c'est ça, le mental un petit peu du joueur de HU qui est peut-être un petit peu différent. Et ces compétences-là, on les a pas forcément au départ. Il y a des gens peut-être qui sont patients naturellement. Moi, je l'étais pas forcément spécialement. Et pour réussir au poker, il faut être patient. Et il faut être capable de foutre son ego de côté de temps en temps. Et ce genre de trucs, il faut les apprendre et prendre sur soi parce que sinon on réussit pas au poker. Et ça, c'est en jouant que tu t'en es aperçu. Et ça, c'est ouais, on est obligé de prendre cet aspect-là en compte. Est-ce que ça t'est arrivé ou pas de péter les plombs, toi, une fois? Péter les plombs, non. Tilter, oui, mais l'avantage du sit and go, c'est que les tilts coûtent moins cher, quoi. Ça, c'est clair, oui. Ouais. Donc, Alors, oui, en sit and go, au moins, je sais pas, à moins d'aller de monter de limite après ou des choses comme ça, mais si tu restes dans ta limite, au moins tu sais que tu perds un buy-in et c'est tout, quoi. Parce que il y avait une question de Savatikra après qui s'adressait à John. Au départ, t'arrive-t-il encore, John, de perdre 4K en une nuit? Si oui, as-tu enfin trouvé mieux à faire qu'à déambuler dans les rues du Havre? Alors, je ne sais pas si c'est une histoire vécue, mais bon, ça c'est une vieille référence. Il y a eu des nouvelles depuis? Alors, vas-y, parle-nous de la référence plutôt que des nouvelles avant, déjà qu'on sache de quoi vous parlez, parce que c'est quand même, on imagine en fait, bien l'image. Je sais plus quand, il y a quelques mois, quand j'ai décidé d'ouvrir en fait mon blog, le blog des deux futurs meilleurs joueurs mondiaux, Ouais. avec Nel. Avec Nel, ouais, Pascal 444. Puisqu'on avait tous les deux spew, je crois à peu près 4K dans la nuit en fait, Ouais. en jouant super mal, il me semble, si je me trompe pas, lui aussi. Et en fait, on s'en voulait parce que pendant, je crois que c'était pas loin de la rentrée. Pendant toutes les vacances, on n'avait quasiment pas grindé. On s'était monté une grosse bankroll, puis ensuite on a commencé à citer des règles à fond, et puis se dire que de toute façon, c'était pas grave de faire un mauvais call puisque on était tellement géniaux que on allait le reprendre sur un bluff derrière, puis ensuite on avait des bluffs qui foiraient, puis on commençait à tilter, puis bref, au fur et à mesure, on se lançait dans des sessions cauchemardesques. Et vous aviez bu? Comment? Vous aviez bu ou fumé ou? Non, pas du tout. Non, je crois que j'étais en train d'arrêter de fumer. Ça peut expliquer des choses. Ah, ça c'est vrai. Oui, parce que ça met en tilt, ça aussi. Hein. Ah, ça met à mort en tilt. Ah, carrément, ouais. Vas-y, continue. Ça met à mort en tilt. Et donc, en fait, ce soir-là, j'étais dégoûté parce que je crois que ma soirée avait commencé à plus 2K et que je termine à moins 4K. Et que, en plus, les plus 2K, j'étais super content. Je passais une super bonne soirée. Puis derrière, j'ai commencé à spew. J'ai dû citer un reg en 1K. Enfin, bref. Mais t'as vraiment déambulé dans les rues du Havre? Puis ensuite, je suis parti. Je crois qu'il était 8h du matin, que j'avais toujours pas dormi. Et je suis allé donc dans le Havre et puis je cherchais un truc à faire. T'as été voir les dockers et t'as été finir la nuit avec eux et t'étais sous comme un potiron. Non, quand même pas. Non, j'étais pas sous. Non, pas du tout. Non, j'étais en bad trip, on va dire entre guillemets quoi. Ouais, non, on comprend. Ouais, une mauvaise session terrible. Ouais. Et puis surtout que voilà, je crois que j'avais fait beaucoup d'achats avant. Enfin bref, ma bankroll avait pas mal descendu. Je crois que j'ai dû diviser ma bankroll. J'ai dû la diviser par 3 quoi en quelques mois en faisant énormément de dépenses, plus un downswing, plus du tilt. Enfin bref, typique de ce que je sais très bien faire en fait. Ah oui, quand même. Ouais, c'est pas la première fois finalement alors. Non, mais plus ça va, plus c'est cool, donc plus c'est soft, donc tant mieux. Bon, au moins t'arrêtes le poker aussi apparemment. Ouais, aussi. Ah oui, parce que toi aussi t'as fait comme Pascal, t'as arrêté plusieurs fois, non? Ah oui, moi j'ai arrêté le poker toutes les 2 semaines pendant au moins 1 an. Oui, très bien. Ça c'est marrant parce que bon c'est un réflexe quoi maintenant. Je déteste perdre, alors à chaque fois que je perdais contre un fiche, je pétais les plombs, je me disais qu'est-ce que j'ai mal fait. Alors au contraire, moi ce qui me tilte c'est pas du tout de perdre, c'est vraiment de mal jouer quoi.
Et je suis extrêmement exigeant en fait quand je joue et par conséquent je tilte beaucoup plus facilement parce que chaque fois que je fais un move et qu'ensuite je me rends compte que c'était une connerie parce que après j'ai la présence d'esprit de me rendre compte, je suis complètement tilté quoi. Donc maintenant je résous le problème en essayant de ne plus faire de conneries quand je joue. Oui, mais c'est bien, c'est comme ça que tu progresses de toute façon. C'est le bon état d'esprit, hein, finalement. Même si ça fait mal. Ouais, mais c'est vachement dangereux en fait, parce qu'on peut tomber dans une logique super nite en commençant à penser comme ça. Exact. En se disant ah oui, mais en fait là je fais un call, j'aurais pas dû call, puis après on commence à manquer des value bets, et en fait il faut vraiment continuer de regarder les meilleurs joueurs, les standards, etc. Les mecs qui run good en fait à ce moment-là, et jouer comme eux. Ouais. Et en fait, finalement, ça va revenir de soi-même. Peut-être qu'on va avoir des mauvais swings, mais il faut continuer même à bluffer, même si on run bad. Si c'est des spots EV+, à bluffer, il faut continuer à value bet, même si on run bad, etc. Et à partir de ce moment-là, tant qu'on est d'accord avec son play, même si ça passe pas, finalement, au niveau du mental, ça passe, quoi. Mais t'es sur la bonne route, camarade, puisque de toute façon, les imbéciles n'iront jamais jusqu'à cette profondeur de réflexion. Donc, le problème, c'est vrai, comme tu le dis, c'est le côté pervers. Je crois que c'est qu'on peut tomber dans les excès inverses et avoir peur, finalement, et jouer neat, alors que c'est pas son style au départ, etc., et pas jouer, finalement, son A-game. Ouais, c'est vrai, mais bon, voilà. Alors on va la généraliser quand même la question, pas uniquement à toi. Tu y as bien répondu. Excuse-moi. Non, je me suis un peu étendu. Ah non, au contraire, justement, on est là pour développer ces trucs. Au contraire. Non, mais il n'a pas répondu à la question. Donc la deuxième question, ça t'est arrivé depuis de. Ah oui, hier. Voilà. Ah bah alors, vas-y, continue. Hier, en fait, mais j'ai pas ce Pew là pour le coup. C'est un fiche qui s'est assis contre moi en NL1K. Puis donc j'étais à peu près de 2500 là sur la session. Il a cité avec 500, tout gentil, tout innocent. Je me suis dit bon bah je le finis, et je vais me coucher quoi. Et donc session cauchemardesque, il a remonté à 8K. De 500, il est monté donc à 8000 € de stack quoi. Et donc j'ai dû garder la foi pour continuer à grinder correctement, même s'il renait super good, quoi. Et donc, j'ai fini par le redescendre à 3K5. Et ensuite, j'ai déconnecté. Donc, du coup, je l'ai perdu. Et aujourd'hui, donc, je me suis reconnecté. Il est revenu, il m'a tout redonné. Donc, ça va. Ah bon, il est revenu parce que lui, il pensait que c'était toi le fiche, peut-être. Ah oui, voilà, c'est ça. Il devait se dire qu'il avait un edge, même s'il jouait 75% de ses mains hors position. Il avait un edge, c'est sûr. Ouais. Il y avait l'edge de la flush over flush. Et non, le read du deck. Le read du deck. Le read du deck ou du RNG. Du Brelan River. Ah oui, ça c'est terrible. C'était la question que je voulais vous poser. On va continuer avec les autres. Vous aviez des sessions horribles comme ça là qui vous ont fait partir en vrille. Ça vous est arrivé vous aussi en sit and go. Et comment vous gérez si ça vous est arrivé cette pression? Et est-ce que ça j'y reviendrai après. Est-ce que déjà Alloman et Cytozen, vous avez vous aussi vécu ce genre de truc comme John et perdu un petit peu je dis bon comme tu as répondu Cytozen, t'as jamais pété les plombs, mais vous avez commencé un peu à déconner, à jouer mal et vous avez perdu beaucoup plus que vous auriez dû. Alors qui répond en premier? Ça fait longtemps Alloman, ça fait longtemps que t'as pas parlé, c'est vrai, ouais. C'est quoi tu disais, non? Ok, Cytozen, vas-y, parce que sinon on va pas s'en sortir après. Tu sais, les gens, ils vont écouter le podcast, ils vont se dire c'est la plus mauvaise émission de l'année et on n'a pas envie de ça. Alors vas-y, Cytozen, réponds, puis tu enchaîneras après, Alloman. Vas-y. Ouais, j'ai déjà eu, c'est parce que des fois, pour prendre des shots que je devrais pas, puis j'ai déjà perdu 20K. Puis et je sais, en plus, je suis au courant, je voulais pas quand même dévoiler ce que je savais, mais comme tu le dis, je sais que ça t'est arrivé de perdre beaucoup d'argent, 20K, tu vois, tu viens de le dire, donc 20K c'est quand même beaucoup, même si tu es très très riche, tout le monde le sait, pour un étudiant en tout cas. Je me suis aperçu que ça fait, parce que je regardais justement les deux shots, c'était 2 fois 20K, puis je pensais à ça, puis c'est un short tabarnak que j'ai perdu, esti. Mais oui, vas-y, continue. On t'écoute. C'est la valeur d'une voiture, mais j'avais pas pensé à ça. Ça me fait chier. Ouais. Je pense à ça. Ouais. J'ai envie de pleurer. Non, ce que j'aimerais bien savoir, c'est comment tu les as perdus, ces 20K, puisque est-ce que c'est vraiment parce que tu penses que tu as fait l'imbécile? Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête à ce moment-là? Le processus mental qui m'intéresse, tu comprends? Au début, c'est parce que la première fois que je l'ai perdu, c'est parce que ça allait vraiment bien, puis ça me tentait de jouer n'importe qui. Ouais.
Fait que j'avais pas peur de Iftari. La deuxième fois, c'est un gars contre qui que j'avais vraiment un edge. Puis il était assis à 5K, puis ça me tentait, puis j'ai tout perdu. Et voilà, ouais, t'as été joué plus haut là à ce moment-là. Ouais. Là, t'as fait en fait ce que John nous racontait. J'ai vu un fiche et là, Bankroll Management, ça n'existe plus. Même si j'ai pas vraiment les buy-in, je sais que c'est un fiche, j'y vais quoi. Mais si ça se passe mal, voilà ce qui se passe quoi. Mais moi, j'ai jamais eu de bankroll management là, depuis 2 ans. Là. Bel exemple pour la jeunesse des poker stratèges, Alloman. Ouais, non, mais avant. Non, mais avant, c'est bien de le vraiment dire. net. C'est bien de le dire. Non. Aujourd'hui, j'ai plus de bankroll management parce que je sais que je peux tout le temps remonter. Oui, Mais- voilà, oui. Mais avant, hey, j'ai resté longtemps là, entre 100 et 80, j'ai resté longtemps là, parce que j'avais peur de monter à 200, c'était comme trop cher. Oui. Ça, c'est le Maxi NIT Management. C'est Maxi Pouce qui joue en NL100 alors qu'il pourrait jouer en NL1K, quoi. Un LNK? Je Maxi... pense pas que Maxi va conseiller ça. Moi. Non, il ne te conseillera pas. Bah non, lui, justement, c'est l'inverse. Tu sais bien, Maxi, il est quand même super NIT à tout niveau. Ça, non, mais c'est ça. Puis quand que je perds, c'est ça. J'aime bien aller prendre une petite bière. Hein. Comme Une petite, sous les bains la face. Là. une petite Une jupilaire. Une jupilaire. T'en trouves des jupilaires là-bas au Québec? Moi, il y en a Jupiler. Je À pense vrai pas. dire, n'importe quel alcool, c'est bien bon quand tu tiltes. Ouais. Donc tu vas boire une bière quand tu perds, toi, pas quand tu gagnes. Non, quand que je gagne, non. Non, sérieusement, non. Parce qu'il continue à jouer. Ah oui, il Je a pas le continue à temps. jouer. Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais. Ah oui, tant que je gagne, je rejoue. Ouais, d'accord. Ouais. Ok. En cytosine, les très mauvaises sessions, ça t'est arrivé déjà au moins? Ah ouais, ça m'est arrivé plein de fois. Des trucs horribles, quoi, comme vient de nous raconter John et puis Allo. Et puis en plus, en sit and go, il y a quand même beaucoup plus de all-in qu'en cash game. Donc des fois, il y a des sessions où on les perd tous, mais à la fin, on n'y croit même plus. Quoi. Ouais. Et on se met all-in avec, on prend un 75-25, on a AK, il a As-2 dessus, enfin n'importe quoi. Et puis à la fin, on sait qu'on va le perdre tellement on a fait que les perdre pendant toute la session. Ouais, parce que tu prédis les cartes après. Voilà, et ça devient ça. Il y a des sessions cauchemardesques comme ça, mais ouais, comme je disais, je pense que ça coûte quand même moins cher en sit and go parce que. Enfin, non, regarde, Alloman, lui, il est monté en 5K directement. Voilà. C'est ça. Alors, tout dépend. J'ai toujours évité de faire ça. J'ai réussi à éviter de faire ça. Ouais, t'as quand même eu cette maîtrise-là. Bon, après, ça fait des sessions où on perd 10-20 buy-in, quoi. Et Ouais. 25 peut-être. Ouais, c'est beaucoup en sit and go quand même. Hein, c'est énorme. Hein. Ça fait vraiment mal au cœur, mais Ouais. après, en quelques semaines, ça peut se récupérer. Mais sur la soirée, tu te sens comment quand ça se passe comme ça? Parce que bon, il y a une espèce. En plus, quand tu dis que tu perds tous tes coups, tes favoris, en gros, quoi. Hein, tu t'arrives à te dire bon bah c'est une mauvaise soirée ou t'es une frustration terrible ou t'es capable de j'allais pas dire d'exagérer comme Aleman d'aller boire une bière, hein, parce que lui il perd, il boit une bière. Bon, c'est pas très grave comme tilt, hein, finalement. Hein. Mais peut-être qu'il en boit peut-être plus qu'une finalement, on sait pas. Mais est-ce que après ça te change dans ta vie de tous les jours, sur la soirée même en tout cas, ou sur les jours qui suivent? Est-ce que tu abordes le lendemain, par exemple, les sessions de la même manière? Est-ce que tu as complètement oublié ou ça t'a affecté? Alors, ça m'affecte forcément un peu. Je dirais le soir même, je suis un peu amer. Bon, j'en suis pas au stade où je vais faire une dépression nerveuse à cause de ça. Mais ouais, forcément, on est un peu amer. Moi, je rejoins un peu John là-dessus. C'est-à-dire que ce qui me fait tilter, c'est beaucoup plus de mal jouer que de perdre de l'argent. Ouais. Parce que quand on débute au poker, enfin même pendant assez longtemps, après jusqu'au mistake, perdre, ça me faisait tilter. Et maintenant, c'est plus de mal jouer qui me fait tilter parce que en fait, c'est là où on perd vraiment. Mais parce que c'est de ta faute, parce que tu le sais que c'est de ta faute. Quoi. Voilà. Et c'est vrai en fait qu'on perd vraiment parce qu'on perd de l'argent qu'on aurait dû avoir si jamais on avait bien joué. Alors que quand on prend un 75-25 et qu'on le perd, bah on le perd, mais c'est pas grave. Et qu'en
en fait, on a gagné de lever. Donc c'est moins grave. Il faut apprendre à relativiser, je dirais. Mais bon, c'est sûr que quand je perds 25 buy-in dans la journée, je suis pas au meilleur de ma forme, quoi. Ouais. Oui, une bière, ça peut être une solution. Une bière dans le canapé, et puis on écoute de la musique et on se calme, quoi. Et effectivement, la session du lendemain va être un peu différente. Il y a plus de pression. Moi, je sais que je sens plus la pression le lendemain après une version négative parce que j'ai envie de regagner ce que j'ai perdu. Et justement. T'es déjà exclu parce que tu perdais? Ouais. Exclu? Non. Je me suis jamais arrêté de jouer. Enfin, il m'est arrivé exclu, de mettre fin à des sessions trop négatives parce que je sentais que j'étais plus capable de jouer correctement. Et ça, c'est peut-être un des trucs un des aspects psychologiques qui sont importants aussi, c'est de savoir reconnaître quand on joue moins bien et quand on tilt et se dire bon, c'est frais. Et justement à propos de la pression là, bon, vous avez un peu répondu à savoir comment vous résistez plus ou moins bien à la pression, mais est-ce que cette variante, le HU justement, est-ce que ça vous paraît quand même plus tiltogène qu'une autre variante? C'est pas pareil en fait. C'est différent. C'est-à-dire, en fait, c'est pas la même variance, je trouve. Par exemple, pour le cash game, c'est pas du tout la même variance qu'en short-handed. Ouais. On va avoir beaucoup plus de variance à court terme. On va jouer beaucoup plus de spots difficiles, etc. Mais si on est un bon joueur, en fait, sur un mois, ça va être beaucoup plus difficile, je pense, d'être négatif, parce qu'on va beaucoup plus profiter de notre edge sur chaque pot, dans les spots difficiles à force. Et donc, même si on a eu beaucoup de variance sur des pots où on était peut-être à 55% favori, ou d'autres où on fait des bons calls, mais où on était quand même outsider la plupart du temps, on va se retrouver avec une grosse variante sur les sessions de la journée ou des 2 jours, peut-être même de la semaine. Mais par contre, à la fin du mois, bon, on se retrouve pas à se dire ah, merde, j'ai perdu ce mois-ci parce que j'ai touché beaucoup de fois roi-roi contre as-as, quoi. Alors qu'en short-handed, c'est le genre de truc qui fait que ça te pourrit tes sessions. En heads-up, finalement, c'est négligeable. C'est plus les petits pots qui vont faire la variance. Ok. Alors, pour terminer avec le côté psychologique, en live. Bon, on va voir, je vous poserai la question d'ailleurs si le live ça vous intéresse ou pas. Le live, bon, c'est le côté psychologique, c'est assez visible. Hein, il y a le côté physique, il y a les regards, il y a la voix, il y a les tells éventuels qu'on voit. Mais qu'est-ce qu'il en est online? Est-ce que justement ce côté psychologique, en dehors de la psychologie de soi-même dont on vient parler, la psychologie de l'autre, est-ce qu'on peut l'absorber? Est-ce qu'on peut la comprendre? Est-ce que parce que ça paraît plus subtil comme ça, voire on pourrait même se dire que ça n'existe pas, quoi. Tu vois, vu de l'extérieur, en live, en online, pardon. Qu'est-ce que vous en pensez? Les live tells, je veux dire, physiques, on les verra pas, mais on va les voir en fonction des betting patterns. Parce que les betting patterns, souvent, le monde, quand ils jouent en arrière d'un ordinateur, ils vont tout le temps faire le même mot. Tout le temps. Ah ouais? Ben, moi, je trouve que dans le fond, on a un peu moins ça en live. Oui, on peut le voir et tout, là, mais je veux dire, online, ce qui est vraiment le plus primordial à essayer de trouver un tell, c'est vraiment sur les betting patterns du joueur que nos cartes. En tout cas, de mon côté. Là. C'est surtout ça que je regarde. Ben voilà. Mais il n'y a pas grand-chose d'autre. Est-ce que ça suffit pour dire que c'est un truc psychologique, ça? Bah, pour moi, faut surtout voir si le joueur se sent sous pression aussi, quoi. Voilà, c'est en fait, il faut faire une estimation des ranges, quoi. Ouais. On regarde s'il a perdu, s'il se retrouve dans une situation où il est par exemple polarisé. C'est-à-dire qu'il a soit la note, soit R. Soit R, ouais, ok. Voilà. Et que le type a perdu 2 tapis avant et que bon, on sait qu'il est un petit peu agressif. S'il a perdu 2 tapis avant, là, le metagame commence à rentrer en compte parce que si c'est un joueur moyen, si c'est un bon régular, c'est assez peu probable. Enfin, quoique c'est encore assez probable. Mais c'est assez probable en fait, en tout cas, à ce moment-là, que le joueur soit en train d'essayer de bluffer le spot où il est polarisé. Si il commence à en avoir marre d'avoir perdu 15 pots de suite, quoi. C'est à peu près le seul truc. Mais il faut vraiment raisonner en termes de range et d'abord se dire il est polarisé et là faire rentrer la psychologie. Comme un John qui juste avant de déambuler dans les rues du Havre, quoi.
Oui, j'ai pas suivi, excuse-moi. Ok, d'accord. Bon, c'est pas grave. Alors, J'ai une petite question. Vous déterminez. Là, c'est juste une question. Vous déterminez s'il est polarisé ou mergé par spot ou dans sa manière de jouer. bah, c'est ce qu'il vient de dire. C'est-à-dire juste avant. Enfin, tu me. Non, mais justement, c'était la question suite à ce qu'il vient de dire, c'est que ça donnait l'impression qu'un spot, c'est dans un spot où va être polarisé ou mergé, mais en général, c'est souvent une manière complète de jouer, non? En fait, non, quand même pas. Non, parce que, enfin, en fait, un spot polarisé, c'est-à-dire que le type a réussi à ne représenter plus que quelques mains parce qu'on sait la manière dont il joue ses ranges et en fait, petit à petit, le fait qu'il ait call flop plus le fait qu'il ait raise la turn plus le fait qu'il est là, va supprimer sa range en deux parties quoi, totalement différentes quoi. Alors que parfois il peut très bien décider de par exemple bet et là il va être complètement mergé parce qu'il pourra à la fois avoir absolument rien mais utiliser le fait qu'il y ait des scary cards ou alors un draw qui a touché ou un draw qui a bust ou alors juste une top pair bon kicker qui est en train de value. Donc là c'est vraiment un spot mergé parce qu'il peut vraiment avoir tout et n'importe quoi. Un spot polarisé, c'est quand le type il a soit, je sais pas, soit brelan, soit tirage manqué quoi. D'accord. Ok, c'était juste une question comme ça, je comprenais pas. Donc Non, dans je le cas, comprends pas tes termes. Donc pour. Je comprends rien. Ouais. Donc en dehors des betting patterns, est-ce que vous avez d'autres tels qui pourrait rentrer, bon là il a bien répondu John hein, par rapport à l'historique qui est la metagame. Si le mec a perdu déjà deux caves, 3 caves, etc. Et là il y a un ascendant psychologique, si je peux résumer comme ça, où toi tu vas pouvoir choper plus facilement son betting pattern et savoir si bon là il est légèrement en tilt, on va dire, hein, par exemple, et tu peux coller un peu plus light ou des choses comme ça parce qu'il va essayer de prendre le spot, parce qu'il est polarisé, ou alors le mec il va commencer à faire n'importe quoi, etc. Mais en dehors de ça, est-ce qu'on peut voir autre chose que le betting pattern? Moi, j'aime bien utiliser le quick call. Quick call. Ouais. Auto-call, quoi. Non, mais le fait de cliquer vite ou si tu vois, mettons que la personne clique vite, moi, mettons, quand que je veux essayer de bloquer l'autre personne de miser sur la turn ou sur la river. Ouais. Mettons que tu veux caller, là, puis tu sais que normalement, il va pas faire un méga overbet, là. Je clique avec ma souris jusqu'à temps qu'il bet, ça va faire un quick call. Fait que ça l'empêche souvent de miser des fois la river puis la turn. Ça, c'est pour ralentir le coup, tu veux dire? Ouais, mais ça marche. Oui, non, mais bien sûr, ben écoute, ouais. Ben, c'est bien, ouais. Pourquoi pas, je sais pas. Ça a l'air con, mais ça Ouais. marche. Ouais, Moi, c'est quelqu'un qui me fait ça, c'est un call, là, puis il a même pas réfléchi tout de suite, là. c'est un On peu ce qu'on réfléchit à combien moi je vais miser, là, par exemple, sur la turn ou la river, s'il me fait ce move-là. C'est un peu comme en fixe limite quand tu raises le flop pour avoir une carte gratuite, quoi. Ça aussi, c'est un truc courant qui doit s'utiliser aussi en no limit, j'imagine. Je sais pas si vous le faites, ça, mais c'est un coup de fixe limite pour pouvoir ralentir un peu le coup et essayer de choper une carte gratuite sur un tirage ou un truc comme ça. non, ça correspond à du raise pour info, donc c'est pas bon. Ah, c'est pas du raise pour info en fixe limite, mais Attends, tu veux dire raise la turn pour avoir un check behind river? Ouais. Non, ouais, par exemple. Ouais. Enfin, non, pas river, turn. Ah, raise le flop pour avoir un check behind turn. Ouais, turn pour choper ton tirage, par exemple, oui. C'est Moi, pas je de l'info, trouve que c'est pour ralentir le coup que finalement tu chopes, t'as une chance de pas payer ton tirage cher, parce que si le mec bête, t'es hors cote, quoi. Non, pour moi, l'intérêt de raise le flop avec un tirage, c'est simplement la fold equity. C'est la fold equity sur le flop. Quoi. Ouais. C'est pas pour avoir ta carte gratuite turn, justement. Non, en fait, turn, dans l'absolu, t'as plutôt envie de continuer à barrel sur une scary card plutôt que de checker et de voir ton draw, puisque t'as qu'une chance sur 5 la plupart du temps de simplement le toucher. Donc, c'est vraiment pas pour avoir ta carte gratuite. En fait, si tu sais que ton adversaire a plus tendance à souvent barrel, c'est même mieux de slow play plus souvent tes bonnes mains, de coller le flop
et face à sa fréquence élevée de seconde barrel, de raise souvent turn avec une top pair plus et tes tirages aussi, tu vois. D'accord. Parce que là, finalement, tu chopes le maximum de value de ses bluffs et tu mets ses mains moyennes qu'il utilisera pour équilibrer sa range et ses mains fortes dans une situation un petit peu compliquée. D'accord. Ok. Donc, Cytozen, quelque chose à rajouter par rapport à la psychologie online? Je pense que pas mal de trucs ont été dit. Ouais. Ouais, comme tout à l'heure, je répète que moi je trouve qu'on peut avoir quand même du metagame même en sit and go. Particulièrement si on joue le même mec plusieurs fois de suite, ce qui quand même m'arrive assez régulièrement. Moi je trouve que déjà au bout d'une ou deux parties, si je rejoue toujours le même mec, on sent souvent des changements. Par exemple, s'il a gagné les deux parties précédentes, souvent même si c'est un fiche, il va jouer un peu mieux parce qu'il aura plus confiance en lui, il va être plus agressif. Ouais. Alors que si on le met en tilt parce qu'on a touché des tirages et qu'on a gagné des gros pots comme ça, etc., on va le sentir péter un peu un câble, se mettre à être beaucoup plus... Soit ils vont devenir limite maniaques, Ouais, voilà, ouais. très exploitables, soit il y en a qui vont au contraire perdre complètement confiance et arrêter complètement de bet. Oui, après, ça dépend de la personnalité de chacun, ouais, derrière. Bon, bien sûr, il y en a beaucoup qui vont garder leur constance et réussir à continuer à jouer proprement. Mais ça, c'est les plus forts. il y en a quand même qui partent un peu en vrille, ou en tout cas qui changent de comportement selon ce qui s'est passé avant. Bon, alors, Est-ce que tu montes tes cartes des fois, Cito, juste pour essayer de tilter l'autre? Ah oui, tiens, ouais, c'est une bonne question, ça. Je monte jamais mes cartes en fait. Non, je monte jamais mes cartes. Parce qu'à chaque fois que quelqu'un me le fait, je me dis putain, il est bête, il me donne de l'info, donc j'essaie de pas le faire. Ouais, mais l'info, elle a double sens. Ouais, non, c'est vrai. Moi, je comprends qu'il y a des gens qui montent leurs cartes et qui peut-être trouvent un edge en faisant ça ou réussissent à tilter un peu l'autre. Mais moi, c'est pas quelque chose que je fais parce que je suis pas sûr de savoir l'utiliser proprement, donc je préfère pas le faire. Ah bah, très bien, d'accord, ouais. Perso... Si Aloman peut me dire exactement comment il utilise le fait de monter les cartes. Moi, je le fais pas fréquemment, mais j'aime bien le faire une fois de temps en temps. Surtout si genre, je joue souvent contre le même gars. Si je vois que cette personne-là, mettons, une fois par semaine, puis je le vois qu'il va venir à toutes les semaines, lui, je vais lui montrer mes cartes parce que je veux qu'il voie que dans le fond, regarde, je suis capable de te bluffer, puis dans le fond, des fois, il va payer moins cher, puis des fois, comme tu disais, il va partir en vrille, puis ça le fait tilter, parce que des fois, le monde n'aime pas ça, se faire bluffer. Se faire bluffer, puis te faire montrer que l'autre, il y avait... moi, mettons, j'ai 6 airs, puis l'autre, il y avait une paire. C'est pour te faire payer plus light, quoi, finalement, quoi. Ouais, puis ça marche. Ben, des fois, ça marche, sérieux. Des fois. Non, d'accord. Mais, je dirais que moi, je trouve, en tout cas pour mon jeu à moi, que avoir de la fold equity, c'est quand même vachement important en sit and go. Donc, j'ai pas trop envie de lui montrer que je le bluffe parce que j'ai pas trop envie qu'il me call light, étant donné que j'aime bien justement avoir de la fold equity parce qu'on bluffe quand même beaucoup. On bluffe, on semi-bluffe. Quand mon compte bet au flop, il passe souvent, j'aime bien en fait. Oui, c'est mieux. Hein. Et ça passe jamais, tu vas vite perdre des jetons, ouais, tu es vite dans la merde, ouais, c'est clair. Je me donne plus aucun crédit parce que je lui ai montré trop de bluff. Pour moi, ça en fait, ça va devenir plus dur que peut-être. Ouais, mais après, mais c'est parce que en fonction du pot, c'est que quand tu vas miser, tu vas pouvoir savoir environ la force de sa main. Oui. Ouais, mais c'est ça, mais mettons le pot est à 100, puis mettons tu varies, t'es un peu tes bêtes, puis là maintenant, tu vois que dans le fond, le gars il a mid-pair, puis là après ça, tu te dis, tiens, si tu regardes, check, je vais te bluffer là, puis là après ça, tu y montes. Là, lui, tu le sais, là, t'es sûr à 100% qu'il a mid-pair, puis qu'il va la jeter. Tu y montes. Puis après ça, une autre fois, mettons, genre, tu fais le même bet sur 100, mettons, tu bets le même montant, puis après ça, tu le sais qu'il y a mid-pair, mais là, cette fois-ci, tu as top pair, puis là, lui, il va caller. Là. Moi, sérieux, ça arrive vraiment souvent. En tout cas, c'est mon opinion. D'accord, bah écoute, tu l'as exprimé, hein. On l'a entendu, Aloman, il n'y a pas de souci. Je faisais un parallèle avec le côté live et online avec les tels. Bon, vous avez bien répondu. Est-ce que justement certains de vous ont déjà eu des expériences en live? Moi, ça va être rapide. J'ai mis une fois dans ma vie les pieds dans un casino. Ouais.
En live, bien sûr, jouer avec des amis sans gros enjeux financiers, oui, bien sûr. Mais jouer contre des inconnus en casino, ça m'est arrivé une fois. J'ai dû jouer 1 heure, j'ai perdu 150 €. Et Et tu t'es cassé, quoi. J'ai arrêté les frais. D'accord. Ok, ouais. Non, mais c'était l'occasion, j'étais près d'un casino. Ouais, ouais. Mais bon, pas d'expérience en live, quoi, on va dire, ouais. Mais non, je suis pas du tout un joueur de live. Et les autres, vous avez joué déjà. Et est-ce que éventuellement ça vous plairait autrement? Bah, perso, j'ai pas une énorme expérience en live. Je joue un petit peu comme lui au casino. Enfin, si j'ai une tradition en fait tous les étés avec Chob, je sais pas si vous voyez qui c'est. Ouais, très bien. Ouais. Un ami avec qui j'ai commencé le poker en fait, qui était de ratisser en fait tous les pigeons du casino du Havre pendant 2 semaines pendant les vacances parce que ça nous amusait. Et donc ça a marché. Ouais, ça marche bien en fait. Tous les étés en fait, on se fait ça, puis après on part en vacances quoi. Ça c'est rigolo. Ouais. C'était bon, mais maintenant en fait, ça vaut plus le coup puisqu'on a quand même trop monté de limite. C'était au début, on jouait un petit peu hors BRM, mais comme les joueurs sont vraiment très mauvais en live, ça valait le coup. Ouais. Même au niveau des tels, ils sont vraiment très très mauvais quoi. On voit des trucs. En tout cas, c'était un petit casino de province, donc c'est peut-être pour ça. Puis bon, on pouvait même pas caver deep quoi. Le tapis max c'était 50 BB et quand tu cavais avec 50 BB, donc c'était 60 BB je crois. Enfin moi c'était 250 € quoi. Tout le monde te regardait d'un air. Oh, mais bon tu mets tout ça sur la table. Ah ouais, d'accord. Alors du coup. Ah ouais, carrément. Ouais. Ça. Fallait jouer quasiment la SPT quoi. Ah, c'est de la SPT, oui, c'est ce que j'allais te dire. Ouais, il faut jouer la SPT là. Ouais. Ok, bon. On va terminer parce que c'est vrai qu'on a dépassé encore de beaucoup l'émission. Et peut-être Titsé a quelques questions à poser. Je vais en poser une. Est-ce que par rapport à votre jeu, vous qui êtes quasi pro ou pro, vous avez une hygiène de vie? Est-ce que vous avez des sessions régulières? Est-ce que, je sais pas, est-ce que vous avez une hygiène de vie et votre vie est régie aussi par vos sessions, ou alors vous vous laissez aller à quelques débordements? Ne répondez pas tous à la fois. Vous n'avez pas un rythme particulier? Je pense notamment à Cytosine. Ça avait l'air de tenir à cœur quand sur son blog avoir un rythme de vie oui, il en avait parlé, assez millimétré, et puis une hygiène de vie, par exemple aller au sport. Oui, voilà, par exemple, ouais. Alors le sport, j'ai eu un peu de mal à m'y mettre là. Oui, non, mais là je démarre, ça fait que 1 mois à peu près que. C'est un premier bilan. Ouais, mais est-ce que tu t'es fait un petit cahier ou genre, comme tu sais, on fait au début de l'année des bonnes résolutions? Les bonnes résolutions, c'était... Qu'on ne tient jamais, évidemment, hein, mais bon. De continuer à faire du sport, ce que pour l'instant, j'ai pas fait. Ouais. J'espère pas de m'y mettre, parce que, bon, comme je vous ai dit, là, ça fait qu'1 mois, je me suis mis vraiment à plein temps, et puis j'avais encore des obligations scolaires, donc j'avais quand même pas mal de boulot. J'ai pas eu autant de temps que ce que je voulais. Bon, maintenant, j'espère que... Normalement, ça va changer, et j'espère pouvoir me remettre un peu au sport, etc. Mais bon, non, mais c'est vrai que c'est d'abord une question de motivation et de priorité. Ça y est, pas plutôt. Bah oui. Après, niveau hygiène de vie, moi, c'est vrai que je me fais des horaires assez normaux. Style, généralement, je commence à jouer le matin peut-être vers 10h et j'arrête le soir vers 19h. Enfin, c'est assez variable, hein, mais je joue peut-être 7 heures par jour en moyenne sur des horaires assez classiques. Ouais, et alors, je suis pas trop du genre à jouer jusqu'à 5h du mat, à me lever à 15h. Ouais, ce qui serait les horaires des joueurs de poker. John, toi, tu serais plutôt à jouer la journée aussi? Non, pas du tout. Voilà, ouais, t'étais un petit peu l'inverse de Cytosine, là. Non, moi c'est... en fait, comme j'ai cours la journée, donc je grind la nuit et je dors en cours. Ouais, c'est à peu près ça. Je dors en cours. Ouais. Bon, écoute, voilà, tu te reposes, quoi. Ah bah oui. Ouais, tu te reposes de ton travail de nuit. Bah quand même. Ouais. Après, je travaille pour les DS, donc c'est bon. Voilà, mais est-ce que vous pensez que si vous étiez vraiment pro, vous pensez que l'hygiène de vie, ce serait important, savoir bien manger, savoir bien dormir, éventuellement faire du sport pour se maintenir en forme. Est-ce que vous pensez que pour un joueur de poker, ça peut avoir une influence sur son win rate?
Apparemment non. Hein. Oh la vache. Non, mais Le sport, c'est dangereux, on peut se blesser. C'est vrai. Ouais. D'accord. D'accord, oui. Le sport, je sais pas. Le sommeil, certainement, quand même. Hein. Ça, il faut pas négliger non plus. Ouais. Je pense que le sommeil... bon, après, chacun son rythme. Hein. Je pense que faire 5 heures du mat, 15 heures, ça fait une nuit de 8 heures. Ça fait correct. Ah bah ça va, oui. 8 heures, logiquement, c'est pas mal, oui. Moi, ce qu'il faut, c'est dormir suffisamment, mais quels que soient les horaires où on dort. Oui. Bon. Petite C, t'avais quelques petites En parlant questions. d'hygiène de vie, Ouais, oui. je sais pas, vous avez des petites choses, vous grignotez des choses, par exemple, quand vous grindez, ou vous restez sérieux à boire de l'eau, etc., ou vous buvez du coca en mangeant des Mars ou autre chose. Moi, je mange pas de Mars, mais c'est vrai que quand je suis un peu fatigué, que j'ai vraiment envie de grinder, je carbure au coca, perso. Histoire de... Enfin, parce que j'aime pas le café, donc... Mais pour le coup, il y a plein de caféine dans le coca. Donc pour le coup, Ouais. je carbure à fond. Et sitôt, Alloman, Moi, je suis très café, un peu de coca de temps en temps, mais pas mal de café. personne ne grignote ici. Alloman, toi, tu grignotes jamais rien. non, j'aime mieux jouer à l'estomac vide. D'accord. Ok. Ah, même pas de trucs bizarres, genre algues ou des trucs comme ça. Ah, ça m'arrive. Ouais, c'est vrai. Ah, c'était pour arriver à ça. Bon, bah, t'as fait un beat, tu vois, hein, c'est pas terrible. Hein. Non, c'est pas Je terrible. sais pas parce que tu m'avais dit que cette question, elle était super marrante, mais on n'a pas compris. Non, Parce mais que ils Alloman, mangent des algues en quantité. Ah, voilà. Non, mais parce Ah, que. c'est vrai. C'est bon. Alors, C'est bon. tu manges c'est des algues. Ils mangent des algues séchées que j'ai goûtées, que j'ai eu l'honneur de goûter. C'est dégueulasse, j'imagine. Non Ah, c'est infâme. Ah, c'est infâme, ouais. C'est un truc infâme. C'est infâme. Ouais, d'accord, ok. Mais Bon. sinon, il y avait une question de Bold que je trouvais assez... Ouais, ah oui, je alors trouvais Bold, pas- oui, je l'avais pas posé. Vas-y, pose-la. Ouais, moi, je la trouvais pas mal, je pense. Ouais, j'ai oublié 2-3 questions, mais c'est parce qu'on est en retard. Oui, Bold, il demandait, vas-y, Titsé, pose-la. S'il fallait qu'on t'y bête sur un flop AXX avec... Non, il demandait pas s'il fallait, il demandait si c'était une affirmation. Ouais, je crois. John. C'est, il a roi 10, je crois, hein, de mémoire. Oui, Et roi puis 10. il y a un flop à X6. Est-ce qu'il compte y bet, quoi? Est-ce qu'il compte y bet toujours, quoi? Ça, c'est un mauvais souvenir, en fait. Alors, je suppose qu'il y a un private joke là derrière, mais. Ouais, c'est c'était sur IRC, l'ancien IRC, où il y avait Sidit et Bold, etc. Et donc on parlait, je sais plus, on discutait poker, quoi. Et je sais pas pourquoi, Sidit dit machin qu'on t'y bête sur KT sur AXX. Je fais ouais, c'est nul, quoi. Et il fait non c'est bien et tout. Puis avec Bold, ils ont commencé un gros level, en fait, à me dire ouais non mais moi je compte y bet tous les jours qui est roi 10 sur AXX machin. Alors que moi je me galérais à leur expliquer que ça servait à rien parce qu'on avait déjà de la showdown value et donc donc du coup il faut pas enfin voilà. Et donc voilà pourquoi il a posé cette question. Donc maintenant il doit être content, la preuve il est là, il répond. Bon, d'accord. Bah, je vois pas le chat, mais bon, Bold, j'ai quand même réussi à placer ta question. C'est pas grave, ça me dérange pas, Bold. Je croyais que c'était un truc de noob, Showdown Value, John. Ah. Tiens, prends ça. Ça sent une discussion précédente. Oui, certainement. Là, Showdown Value, c'est un truc de noob. Non? Non, j'ai aucune Qui a dit ça? Allô? C'est Halo, oui. C'est Halo, oui. Non, faut monter sur les deux, c'est mieux. À 2, c'est mieux déjà. Oui, à 2, mais à 2, c'est beaucoup mieux. Effectivement. Bon, les gars, on va finir l'émission. Je vais vous demander quand même si vous avez des projets pour l'avenir. Alors, John, tu avais la parole, je vais te la repasser. Des projets pour l'avenir. Ouais. Point de vue pokeristique, on va rester là-dessus. À moins que tu veuilles développer autre chose. Pas vraiment. Je vais essayer de m'installer là sur à peu près toutes les rooms françaises. Essayer de grinder la 1K et la 2K. Quoi. Et là, on va quand même poser une question qui n'a pas été posée puisque tu joues sur les rooms françaises, puisque toi, tu es français, contrairement à Alloman. La règle pour les HU, c'est pas trop dur à battre. C'est assez violent quand même. Hein.
Moi, j'ai pas commencé le HU en 1-2. J'ai fait un petit peu de short-handed en fait, parce que là, je me suis remis un petit peu au short-handed. Parce que je pense qu'en 1-2, la règle était juste trop abusée pour réussir à dégager un win rate correct. J'ai commencé à sit en heads up à partir de la 2-4. D'accord. Et là, ça devient enfin, c'est mieux, quoi. Là, c'est battable, ouais, c'est battable. J'ai des assez bons résultats, donc je vais continuer. Donc, tu conseilles pas un débutant qui voudrait aller dans les premières limites, c'est-à-dire NL50 ou en dessous perso, j'ai pas trop essayé, mais non. Bon, là, ils ont enlevé la règle, je crois, sur les pots pré-flop. Donc ça, c'est bien, parce que ça aurait complètement tué le heads-up. Mais je crois que j'avais testé en NL50 sur PokerStars, je sais plus, je jouais 120 mains contre un type. Au début, on était parti, je crois, 50 contre 80, ça a dû se terminer à 70 contre 0. Enfin, ouais, c'est ça. Ouais. Un truc complètement aberrant. Et encore, PokerStars, c'est pas les pires. Hein. Ouais, donc non, moi je pense qu'il faut arriver à un stade où la rec post-flop est capée, quoi, et que ça devient pas trop abusé. J'ai pas fait les calculs moi-même, mais je crois qu'on m'avait conseillé de commencer à partir de la 2-4 pour le heads up. Okay. Donc sinon avant, je pense que c'est mieux de jouer en short-handed. Ah, ok, d'accord. Ok. Bon, donc projet installé quand même sur les ROM FR parce que tu trouves quand même ton compte finalement. Ouais, pour l'instant ça va, j'ai assez de trafic. Bon là c'est un peu inquiétant parce qu'il commence à y avoir je sais pas ce qui se passe, ça doit être la crise, il y a plus grand monde, alors ils sont tous en train de manifester dans la rue. Donc en ce moment c'est assez vide, on n'a pas beaucoup d'adversaires, puis il y a beaucoup de bons joueurs qui sont arrivés sur partie, donc pour le coup on n'a pas trop de gros pigeons. À voir comment ça va évoluer. Au pire, si jamais ça évolue mal, tu serais capable de partir à l'étranger pour aller jouer? Je finis mon année scolaire et puis ensuite normalement j'aurai mon DUT, donc bon c'est juste une sécurité, mais ouais, après je pourrais envisager de m'expatrier. D'accord, ok. Alloman, toi t'as pas ce problème-là, hein, puisque t'es au Québec, donc t'as tout ce qu'il faut sur les .com. Tes projets d'avenir au niveau poker, même si t'aimes pas le poker, mais tu joues quand même. Ouais, mais moi je veux essayer d'arrêter. Là, je me suis même remis dernièrement à trader des actions. Fait que, ah bon? D'accord. Tu t'es trouvé un nouveau hobby alors? Non, mais j'ai quand même étudié en finance, puis j'étais pas pire à l'école. D'accord. Pour trader. Fait que là, c'est ça que je m'en remets là-dedans. Puis c'est pour ça que là, même dernièrement, je commence à jouer pas mal plus de jours que de nuit. Puis c'est ça. Là, je vais essayer de me remettre au trading pas mal plus. Ah d'accord, ok, oui. Donc toi, tu serais presque prêt à abandonner le poker, hein? Ben, si le trading allait bien, c'est sûr que j'arrêterais, puis je jouerais plus pas mal live. Ah, d'accord. Ouais. Ok. Question hors sujet, t'en es où de ton challenge? Le challenge, j'ai pas pu jouer parce que là, j'étais en train de faire le calling station. Oui, t'as pas pu jouer pendant 1 heure, mais tu vas pouvoir rejouer. Alors on peut en parler. Tu fais un challenge. Alors on va dire ce que c'est. Tu vas expliquer ce que c'est. Tu l'as dit sur un post, mais je pense que tout le monde n'est pas au courant. Alors, mon but c'était juste de partir de 500 sans les broke, puis de jouer 24 heures, puis tous les profits je le donne à une fondation. Là. Voilà, c'est ça. Et t'as commencé quand? J'ai commencé à minuit. À minuit pour toi, c'est-à-dire il y a combien de temps maintenant? Là, ça fait déjà 17 heures. Là. Voilà, t'es vers la fin. 17 heures, voilà, ok, ouais, d'accord. Il te reste 7 heures à tenir encore, c'est ça? Ouais, c'est quand même pas si mal. J'ai du Red Bull, j'ai du café, puis j'ai de la bouffe. Donc c'est pour ça, je te remercie. Ça te fait un petit break aussi la Calling Station, parce que 24 heures d'affilée, tu peux t'arrêter 1 heure. Et est-ce que tu peux nous dire où tu en es au niveau de tes gains ou de tes pertes? T'es parti avec $500, t'en es où? Là, je suis rendu à plus 3. Là, j'en ai perdu. Plus quoi? $3? Non. 1003. Ah, 1003, d'accord. 1300. Bon, c'est bien. C'est bien. Ouais, c'est correct. C'est bien. Il te reste 7 heures encore. Hein. Ouais. Tout ce que je veux, c'est pas aller broke. Ouais, c'est ça. Dans le fond, je partais avec 500$. Fait que ça, c'était ce que j'étais prêt à donner à la fondation. D'accord, Moi, je me suis dit, garde, au lieu de donner $500, je vais le jouer. Ouais. Je vais essayer de le faire fructifier, puis je vais donner plus.
Bon, très bien. Très bien. Écoute, j'espère que ça va continuer comme ça. T'es bien parti. Bon courage, hein, en tout cas pour. C'est quoi comme fondation, Alloman? Ouais, c'est quoi? C'est Suicide Action Montréal. D'accord. Ok. Bon, très bien. Et Cytosine, pour ton avenir, toi qui viens juste de passer pro, c'est de le rester peut-être pendant un petit moment. Pour l'instant, je suis en train de m'installer dans mes nouvelles habitudes, on va dire. Ouais. Et après, on va voir comment ça se passe. J'aimerais bien jouer plus en 200 que ce que je le fais. Pour l'instant, je joue quand même beaucoup plus en 100 qu'en 200. C'est encore un peu des shoots, la 200 pour toi, c'est ça? 100, en fait, j'y ai joué, je m'y étais mis il y a quelques mois. J'en ai joué en super turbo. Là, j'en avais joué peut-être 250 ou 300. Puis, mon EV était resté à 0 et mon réel était descendu à moins 5K, je crois. Donc, ça m'avait un peu découragé. Mais je m'y remettrai, dans les prochains mois, je pense. D'accord. Et si j'arrive à bien m'établir en 200, continuer à grinder ça, et puis après on verra dans un an où j'en suis. Mais là j'ai pas d'autres projets particuliers. D'accord. Ok, bon très bien. Bon, j'ai dû oublier 3-4 questions. Je m'excuse auprès des membres. On a dépassé l'émission de beaucoup. Je peux poser juste une dernière question. Vas-y, alors vite fait. Donc c'est à John, comment ça te fait d'être aussi awesome, magnifique, presque Dieu en fait? C'est un travail de tous les jours. Ouais. C'est un travail de tous les jours. C'était un travail de tous les jours. Déjà, avec le temps, ça devient naturel en fait. On devient génial au poker. Bon, aujourd'hui, tu t'es qualifié, ou hier, je ne sais plus, plusieurs reprises de Dieu, donc je voulais savoir. Ah oui, Dieu du poker, clairement. En fait, j'invente une religion que je vais cofonder avec DKZ qui sera Jésus, en fait, d'une certaine manière. D'accord. Cette religion, en fait, c'est le bet poker. C'est-à-dire qu'en fait, on va supprimer le bouton fold de la stratégie du poker. D'accord. Et le principe sera, en fait, aussi en hommage à Isildur. C'est simplement que... Voilà, on a décidé de bet flop, bet turn et over bet river pour ce commit, quoi. Et ce sera comme ça, en fait, on veut créer une école de poker qu'on appellera betpoker.fr. Et ce sera la stratégie qu'on expliquera. Le deuxième article stratégique étant évidemment le call avec Isai. Donc, au cas où on est une bonne rivière, évidemment. Non, simplement pour gagner avec Isai. Non, attends. Ah bon. Gagner avec une paire, c'est gagner sans panache. Ah. D'accord. Voilà. C'est plus fin que ça alors, oui. Ah oui, non. Il faut battre son adversaire avec Ace-High parce que après ça le fait tilter et après on peut recommencer à bet et pour value et là d'accord. Chip des stacks, voilà. Ok. Alors c'est bien. Alors on a un nouveau gourou, la secte betbetbet.com, donc voilà. Et toi, tu as tout appris de Isildur, qui était ton maître absolu. Donc tu vas donner les enseignements de ton maître et fonder cette secte magnifique dont les adeptes seront brocants au bout de combien de temps normalement? Excuse-moi. Non, parce que j'ai un fiche qui est arrivé. D'accord. Bon, les gars, on va conclure. Je suis content de vous avoir eu. En guise de conclusion, je vais paraphraser une citation encore de Cytozen que je fais encore un petit hommage à son écriture que j'aime bien. On peut lire sur son blog. Une petite phrase, donc je la paraphrase. Je ne vous souhaite pas bonne chance les uns et les autres. Je vous souhaite de ne pas en avoir besoin. Voilà, c'est tout. Je vous remercie beaucoup d'avoir assisté à cette Calling Station. Merci Titsé pour m'avoir assisté. Et je vous dis à jeudi prochain, si vous le voulez bien. Allez, ciao tout le monde. Calling Station.